Chapitre 1. Le cas particulier de l'odeur qui disparaît. L'automne 1894 s'était abattu sur Londres, chargé de la mélancolie d'un linceul mortuaire. Depuis notre logement du 221B Baker Street, je pouvais observer par la fenêtre encrassée comment le brouillard s'insinuait entre les réverbères à gaz, telle une présence spectrale, transformant les rues familières en mystérieux couloirs d'une obscurité teintée de jaune. C'est par un soir pareil, tandis que Holmes était absorbé par ses expériences chimiques, l'odeur âcre de ces derniers composés se mêlant à l'arôme omniprésent du tabac cachiné, que notre tranquillité familiale fut bouleversée par l'arrivée de ce qui allait s'avérer l'une des affaires les plus déroutantes de ma longue collaboration avec le premier détective conseil au monde. On frappa à notre porte à 9h15 précise, comme je l'ai constaté à la pendule de la cheminée. La voix de Madame Hudson monta d'en bas, suivie de pas précipités sur les 17 marches menant à nos appartements. Holmes, sans quitter des yeux l'éprouvette qu'il tenait à la lumière du gaz, remarqua avec sa prescience habituelle. Une femme d'âge moyen, bien habillée mais affolée, qui est arrivée jusqu'ici en fiacre malgré un trafic intense. Elle apporte la nouvelle d'un crime qui a déconcerté les forces de l'ordre, et son lien avec cette affaire est à la fois personnel et professionnel. Avant que je puisse lui demander comment il était arrivé à ces conclusions, bien qu'une longue expérience m'ait appris que de telles déductions étaient invariablement basées sur des preuves observables invisibles aux mortels, Madame Hudson apparut sur notre seuil, faisant entrer une dame qui correspondait exactement à la description de Holmes. Notre visiteuse avait peut-être 40 ans, vêtue d'une robe de voyage bleu foncé d'excellente qualité, bien que ses gants portaient les traces d'un enfilage hâtif et que son chapeau soit légèrement de travers sur ses cheveux grisonnants. Son visage, qui avait dû être beau autrefois, était maintenant marqué par des rides d'inquiétude et de fatigue. Elle serrait contre sa poitrine un petit portefeuille en cuir comme s'il contenait les joyaux de la couronne. « Monsieur Holmes » commença-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts évidents pour garder son calme. « Je suis mademoiselle Cordelia Blackwood, de Blackwood & Associates, fournisseur de parfums et cosmétiques raffinés. Peut-être connaissez-vous notre établissement de Regent Street. » Holmes posa enfin son appareil et tourna son regard gris perçant vers notre visiteur. « En effet, mademoiselle Blackwood, votre boutique est réputée dans tout Londres pour ses parfums exotiques, importés d'Orient et d'Amérique. Vous avez récemment développé la fabrication de vos propres parfums, si je ne me trompe, et vous employez 6 personnes, dont votre neveu qui s'occupe de la comptabilité. » Les yeux de mademoiselle Blackwood s'écarquillèrent. « Comment pouvez-vous connaître de tels détails ?»« Observation élémentaire, » répondit Holmes en s'installant dans son fauteuil et en croisant les doigts. « Le léger mais distinctif parfum de jasmin et de santal qui imprègne votre personne témoigne d'une exposition constante à des parfums de haute qualité. La légère tache d'encre sur votre index droit suggère une manipulation régulière de registres et de correspondances. La ressemblance familiale entre vous et le jeune monsieur Timothy Blackwood, que j'ai observé à travers votre vitrine mardi dernier alors que j'enquêtais sur une toute autre affaire, était tout à fait évidente. Mais je vous en prie, poursuivez votre récit. Je perçois que vous êtes venu nous voir dans une grande détresse. » Miss Blackwood s'affala dans le fauteuil que je lui offrais, son calme cédant enfin la place à un soulagement évident de se retrouver en présence de quelqu'un qui pourrait comprendre sa situation. « Monsieur Holmes, il y a 3 jours, mon établissement a été victime d'un crime des plus extraordinaires. Il ne s'agissait pas d'un cambriolage au sens classique du terme, car aucun bien de valeur n'a été volé. Au contraire, le ou les voleurs ont emporté quelque chose de bien plus précieux pour mon entreprise, les formules maîtresses de nos 3 parfums les plus populaires. Les recettes ont été conservées en lieu sûr, je suppose, dans un coffre-fort verrouillé de mon bureau privé, avec nos documents professionnels les plus sensibles. Le coffre ne présentait aucun signe de forçage, et pourtant, à mon arrivée ce matin-là, il était ouvert, et les formules avaient disparu. Ce qui rend l'affaire encore plus déconcertante, c'est que l'auteur de ce crime
a laissé derrière lui une carte de visite des plus étranges. De son portefeuille, mademoiselle Blackwood sortit une petite fiole en verre, pas plus grande que le pouce d'un homme, remplie d'un liquide ambré pâle. Elle la déposa délicatement sur le bureau de Holmes, comme si elle risquait d'exploser à tout moment. Ceci a été laissé à la place de mes formules volées. L'inspecteur Bradshaw de Scotland Yard l'a examiné, mais n'en comprend ni la signification ni la raison. Ce liquide possède une propriété extraordinaire. Il possède une odeur qui semble familière, mais qui est inidentifiable. Tous ceux qui l'ont senti affirment la reconnaître, et pourtant, personne ne la décrit de la même manière. Holmes se pencha en avant, manifestement intéressé, sans toutefois tenter de toucher la fiole. Fascinant. Vous ne l'avez pas ouverte vous-même. Je n'ai pas osé après avoir constaté son effet sur d'autres. L'inspecteur Bradshaw est devenu très agité après avoir simplement retiré le bouchon un instant. Il prétendait que l'odeur lui rappelait la chambre de sa petite enfance, mais lorsqu'on lui a demandé des détails, il n'a rien pu se rappeler de précis. Mon neveu Timothy a insisté sur le fait que ça sentait la rose, tandis que ma vendeuse était convaincue que c'était de la lavande. Le désaccord est devenu très vif. Et vous, mademoiselle Blackwood, quelle impression avez-vous eue? Le visage de notre visiteur pâlit. C'est peut-être l'aspect le plus troublant de toute cette affaire, monsieur Holmes. Lorsque j'ai détecté le parfum pour la première fois, j'ai été submergé par une sensation des plus vives, non seulement olfactive, mais aussi empreinte de souvenirs. L'espace d'un instant, je fus transporté 30 ans en arrière, à une soirée d'été que je croyais oublier à jamais. Pourtant, lorsque j'ai tenté de saisir les détails de ce souvenir, il s'est envolé comme de la fumée. Holmes se leva et commença son arpentage habituel devant la cheminée, son esprit vif explorant visiblement des possibilités qui restaient obscures à mon intellect, plus terre à terre. « Dites-moi, mademoiselle Blackwood, qui à part vous connaissait la combinaison du coffre-fort? Seul mon neveu Timothy et le fils de mon défunt associé, M. Reginald Ashford, s'occupent de nos affaires juridiques. Tous deux ont été irréprochables dans toutes leurs relations avec notre cabinet. Pourtant, l'un d'eux a dû commettre ce crime ou donner accès à quelqu'un qui l'a commis. Il n'y a pas d'autre possibilité, compte tenu des circonstances que vous décrivez. » Holmes marqua une pause, fixant Miss Blackwood de ce regard étrange qui semblait pénétrer jusqu'au plus profond de l'âme. À moins, bien sûr, que le coffre-fort n'ait jamais été verrouillé, et que toute cette affaire ne soit qu'une supercherie élaborée destinée à masquer un tout autre objectif. « Monsieur Holmes !» s'exclama mademoiselle Blackwood en se levant de sa chaise, indignée. « Je vous assure que je n'ai pas pour habitude d'inventer des complots criminels. »« Paix, madame. Je ne voulais pas vous offenser, j'ai simplement exploré toutes les pistes possibles. C'est un principe fondamental de la détection. Il faut envisager les scénarios les plus improbables avant d'accepter l'apparente vérité. » Holmes reprit sa place, son ton se faisant plus conciliant. « Alors, parlez-moi de ce Reginald Ashford. Quel est son caractère et quelle est sa situation ?» Miss Blackwood se calma une fois de plus, même si sa posture restait figée par une dignité blessée. « Reginald est le fils de mon défunt associé, Cornelius Ashford, décédé il y a 5 ans de tuberculose. Le jeune homme a suivi une formation d'avocat et a été d'une aide précieuse dans la gestion de nos affaires juridiques. Il a peut-être 28 ans, est célibataire et vit dans un logement modeste à Bloomsbury. Son caractère a toujours semblé irréprochable, cependant... » « Oui ? Eh bien, j'ai récemment appris qu'il rencontrait des difficultés financières. Rien de scandaleux, vous comprenez, mais la profession d'avocat est peu lucrative pour ceux qui n'ont pas de liens familiaux établis. J'avais envisagé de lui proposer un poste d'associé au sein du cabinet, mais les récents événements m'ont naturellement fait reconsidérer une telle générosité. » Holmes échangea un regard entendu avec moi avant de reporter son attention sur notre client. « Et votre neveu Timothy ? Que pouvez-vous me dire de sa situation ? » Timothy, le fils de ma défunte sœur, a 25 ans et travaille pour moi depuis la fin de ses études. Il fait preuve d'un grand talent pour le côté commercial de nos activités, même s'il manque de la sensibilité artistique nécessaire à la création de parfums. Il est fiancé à une jeune femme de bonne famille au printemps, et sa conduite est exemplaire à tous égards. Je vois. Et aucun des deux messieurs n'a manifesté un intérêt inhabituel pour vos formules,
ni demander des renseignements sur vos méthodes pour les obtenir ?» Mademoiselle Blackwood réfléchit attentivement avant de répondre. « Pas que je m'en souvienne, même si, bien sûr, tous deux avaient à l'occasion de savoir où étaient conservés des documents importants, compte tenu de leur rôle dans l'entreprise. » Holmes hocha la tête pensivement, puis se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue brumeuse en contrebas. Pendant plusieurs minutes, il resta absorbé, laissant Miss Blackwood et moi-même assis dans un silence de plus en plus inconfortable. Finalement, il se retourna vers nous, l'air résolu. « Mademoiselle Blackwood, je m'occuperai de votre cas, mais je dois vous avertir que la solution pourrait s'avérer plus complexe et peut-être plus douloureuse que vous ne l'imaginez. Certains aspects de cette affaire suggèrent une tromperie bien plus profonde qu'un simple vol de secrets commerciaux. Que voulez-vous dire, monsieur Holmes ? Réfléchissez, madame. Pourquoi un voleur se donnerait-il tant de mal pour dérober des formules de parfum, pour ensuite laisser derrière lui une carte de visite aussi particulière ? Pourquoi choisir des recettes qui, bien que précieuses pour votre entreprise, seraient de peu d'utilité pour un concurrent sans un investissement supplémentaire considérable dans des installations de production ? Et, plus intrigant encore, pourquoi laisser derrière lui une substance qui semble conçue pour susciter de puissantes émotions chez ceux qui la rencontrent ? Miss Blackwood le regarda perplexe. J'avoue que je n'avais pas réfléchi à ces questions. Alors permettez-moi de proposer une théorie alternative. Et si le vol de vos formules n'était pas l'objectif principal, mais simplement un moyen ? Et si quelqu'un souhaitait vous introduire cette mystérieuse fiole pour des raisons totalement étrangères à l'espionnage commercial ? Les implications des paroles de Holmes semblèrent frapper notre visiteuse avec la force d'un coup de poing. Elle se laissa retomber sur sa chaise, le visage décoloré. Mais à quoi bon un tel plan ? C'est ce que nous devons déterminer, mademoiselle Blackwood, mais je crains que la réponse ne se trouve pas dans le présent, mais dans le passé. Peut-être dans cette soirée d'été d'il y a 30 ans, que ce parfum vous a si vivement rappelé. En observant le jeu des émotions sur les traits de Miss Blackwood, la peur, la confusion, et quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, j'ai ressenti ce frisson familier qui accompagnait les premiers pas d'une enquête de Holmes. Quel que soit le mystère de cette étrange affaire, j'étais certain qu'avant sa résolution, nous découvririons des secrets que quelqu'un avait déployé des efforts extraordinaires pour dissimuler. Le jeu, comme Holmes aimait à le dire, était en marche. Chapitre 2. La science de la mémoire. Le lendemain matin, l'aube était claire et nette. Le brouillard de la veille s'étant dissipé, révélant Londres dans toute sa splendeur automnale. Je trouvai Holmes déjà habillé et assis à notre table de petit déjeuner, mais son assiette demeura intacte tandis qu'il examinait la mystérieuse fiole que mademoiselle Blackwood nous avait confiée. Il la tenait à la lumière pénétrant par notre fenêtre, examinant le liquide ambré pâle avec l'intensité d'un bijoutier évaluant une pierre précieuse. « Fascinant, Watson », murmura-t-il sans lever les yeux de son regard scrutateur. « Observez comment le liquide capte et réfracte le soleil matinal. Notez sa légère viscosité, plus épais que l'eau, mais moins dense que l'huile. Et voyez-vous ces minuscules particules en suspension dans la solution ? Elles semblent presque cristallines. Je m'approchai pour examiner la fiole, même si j'avoue ne pouvoir discerner aucun des détails qui semblaient si évidents à l'œil exercé de mon compagnon. Qu'en penses-tu, Holmes ? Plusieurs possibilités se présentent, même si j'hésite à formuler des hypothèses avant d'avoir des données supplémentaires. Cependant, je peux affirmer avec certitude qu'il ne s'agit pas d'un parfum ordinaire. Le savoir-faire dont il fait preuve témoigne d'une expertise considérable. Une personne possédant des connaissances approfondies en chimie et dans la science particulière de la perception olfactive. Holmes posa soigneusement la fiole sur la table et me fixa de ce regard pénétrant qui précédait invariablement une révélation de son raisonnement. « Dites-moi, Watson, que savez-vous du lien entre l'odorat et la mémoire ? Ce n'est qu'une observation que tout profane pourrait faire. Certains arômes peuvent évoquer des souvenirs vivaces d'expériences passées. L'odeur du tabac à pipe peut rappeler un père disparu, ou le parfum des roses celui d'un jardin d'enfance.
Précisément, bien que le mécanisme soit bien plus complexe qu'on ne le pense. Le nerf olfactif est directement relié au système limbique du cerveau, siège des émotions et de la mémoire. Contrairement à nos autres sens, filtrés par le raisonnement, l'odorat contourne entièrement la pensée consciente, frappant au plus profond de notre être. Holmes se leva et commença à faire les 100 pas, comme d'habitude, les mains jointes dans le dos. Considérez maintenant les implications du récit de mademoiselle Blackwood. Nous avons ici une substance qui non seulement évoque des souvenirs, mais semble aussi déclencher des souvenirs différents selon les individus. Pourtant, tous ceux qui la rencontrent rapportent le même phénomène curieux, un sentiment de familiarité associé à une incapacité à identifier la source précise de la reconnaissance. Vous suspectez une forme de manipulation chimique ? Je soupçonne quelque chose de bien plus sophistiqué, mon cher ami. Et si cette substance contenait non pas une seule odeur, mais plusieurs, un mélange soigneusement orchestré conçu pour évoquer des souvenirs chez quiconque la rencontre. L'art de la parfumerie a considérablement progressé ces dernières années, notamment dans le domaine des composés synthétiques. Il ne serait pas impossible à quelqu'un doté des connaissances nécessaires de créer une telle chimère olfactive. Les implications de la théorie de Holmes m'ont frappé avec une force considérable. Mon Dieu! Vous voulez insinuer que quelqu'un a délibérément fabriqué cette substance pour manipuler la mémoire humaine? Je ne suggère rien pour l'instant, Watson. Je constate simplement que les preuves suggèrent des possibilités qui dépassent le simple vol. Holmes s'arrêta devant notre fenêtre, contemplant la rue animée en contrebas. Ce qui m'amène au véritable objectif de l'enquête d'aujourd'hui. Nous ne commencerons pas par examiner la scène du crime, comme le voudrait la sagesse populaire. Nous commencerons par comprendre notre adversaire en étudiant son œuvre. Vous avez l'intention d'analyser le contenu de la fiole. Finalement, oui. Mais d'abord, je souhaite observer son effet sur des sujets contrôlés dans des conditions scientifiques. J'ai pris rendez-vous avec le professeur Marchand du Royal College of Chemistry pour nous rencontrer dans son laboratoire cet après-midi. Son expertise en composés organiques pourrait nous éclairer sur la composition du flacon. Holmes s'installa à son bureau et en sortit un petit carnet en cuir, qu'il consulta brièvement avant de poursuivre. Cependant, notre matinée sera consacrée à une enquête d'un autre genre. J'ai pris la liberté d'envoyer le jeune Wiggins avec pour mission d'observer les faits et gestes de Timothy Blackwood et de Reginald Ashford. Leur comportement dans les jours qui suivirent la visite de notre client pourrait s'avérer très éclairant. Comme interpellé par son nom, le bruit familier de pas, précipité dans nos escaliers, annonça l'arrivée du chef du réseau officieux d'informateurs de rue de Holmes. Wiggins fit irruption chez nous avec l'énergie qui le caractérisait, son jeune visage vif et rouge d'excitation. « Monsieur Holmes, j'ai des nouvelles de ces deux hommes que vous vouliez faire surveiller. » Holmes lança une pièce au garçon qui disparut instantanément au fond de son manteau en lambeaux. « Excellent, Wiggins. Racontez-nous ce que vous avez observé, s'il vous plaît. » « Eh bien, monsieur, ce monsieur Timothy Blackwood a passé la majeure partie de l'après-midi d'hier chez sa tante, mais sans travailler comme d'habitude. Au lieu de cela, il fouillait tous les papiers du bureau, très attentivement, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Puis, vers 16 heures, il est parti précipitamment et s'est rendu directement dans un pub de Tottenham Court Road. Et son comportement pendant cette recherche? Nerveux comme un chat dans un orage, monsieur Holmes. Il regardait sans cesse par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le surprenne en train de faire quelque chose. Holmes hocha la tête, pensif. « Et monsieur Ashford ?»« En voilà un drôle, monsieur. Il a passé toute la matinée au British Museum, dans la salle de lecture, à feuilleter de vieux livres. Puis il est allé dans une pharmacie à Holborn, où il a passé près d'1 heure à discuter avec le propriétaire. Après cela, il est rentré chez lui et n'en est ressorti que le soir. » Quelle pharmacie, précisément? Pemberton's, sur Gray's Inn Road, celui qui vante des composés exotiques et des préparations rares. Les yeux de Holmes brillèrent d'intérêt. Excellent travail, Wiggins. Poursuivez vos observations aujourd'hui, mais soyez plus prudent. Je soupçonne que nos sujets commencent à prendre conscience de leur observation. Après le départ du garçon, Holmes resta silencieux quelques minutes, les sourcils froncés par la concentration.
Finalement, il se tourna vers moi avec cette expression de satisfaction sombre qui précédait invariablement une avancée significative dans son raisonnement. « Watson, le schéma commence à se dessiner. Timothy Blackwood fouille les papiers de sa tante à la recherche d'un objet inconnu, tandis que Reginald Ashford consulte des textes obscurs au musée avant de rendre visite à un chimiste connu pour ses préparations inhabituelles. Ces deux comportements suggèrent une connaissance d'un élément allant au-delà du simple vol qui nous a été signalé. Vous croyez qu'ils collaborent ? Ou une compétition, ce qui pourrait s'avérer encore plus dangereux. Mais venez, nous avons rendez-vous avec le professeur Marchand, et j'ai hâte de découvrir les secrets que notre mystérieuse fiole pourrait révéler grâce à une analyse scientifique approfondie. Nous avons traversé les rues de Londres jusqu'à l'imposant édifice du Royal College of Chemistry, où le professeur Marchand nous attendait dans son laboratoire, une vaste pièce remplie d'appareils rutilants et des arômes mêlés d'innombrables expériences chimiques. Le professeur lui-même était un homme mince et âgé, aux cheveux blancs et en bataille, et aux yeux pétillants de curiosité scientifique. « Ah, monsieur Holmes, j'ai été très intrigué par votre description de cette substance inhabituelle. Je vous en prie, laissez-moi l'examiner immédiatement. » Holmes sortit la fiole avec une cérémonie minutieuse et la déposa sur l'établi du professeur. « Je dois vous avertir, professeur, que ce liquide semble avoir un effet très particulier sur ceux qui en respirent le parfum. Peut-être devrions-nous prendre des précautions. » Le professeur Marchand fit un geste dédaigneux. « N'importe quoi, mon cher. J'ai travaillé avec tous les composés chimiques imaginables connus de la science. Je ne pense pas qu'un simple parfum. » Ses paroles furent interrompues lorsqu'il retira le bouchon de la fiole et inspira profondément. L'espace d'un instant, son visage exprima l'émerveillement, comme s'il assistait à une vision miraculeuse. Puis, soudain, ses traits se déformèrent et il se mit à pleurer. « Marie, murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Ma chère Marie, mais comment est-ce possible? Elle est morte depuis 20 ans. » Holmes s'empressa de remettre le bouchon, tandis que je guidais le professeur désemparé vers une chaise. Peu à peu, le vieil homme retrouva son calme, même s'il continuait à fixer la fiole avec un mélange de fascination et de peur. « Extraordinaire, murmura-t-il. L'espace d'un instant, j'aurais juré sentir le parfum que ma défunte épouse portait le jour de notre mariage. Pourtant, c'est impossible. Cette fragrance était un mélange unique créé par un parfumeur parisien décédé il y a longtemps. Personne d'autre ne pourrait recréer cette combinaison précise. » Holmes se pencha en avant avec attention. « Professeur, vous avez dit que ce parfum était unique. Pouvez-vous en décrire la composition ? Du jasmin, certes, avec des notes de fond de santal et d'ambre. Mais il y avait des éléments plus subtils, une touche de bergamote peut-être, et un parfum floral que je n'ai jamais pu identifier. Ma Marie n'a jamais révélé la formule complète, prétendant que c'était son secret. Et vous êtes certain que cette substance contenait la même combinaison ? » Le professeur Marchand hocha lentement la tête, aussi sûr que je suis de mon propre nom. Pourtant, la logique me dit que c'est impossible. Comment pourrait-on recréer un parfum à partir d'un souvenir précis ? Cela défie toute compréhension scientifique. Holmes se leva, l'air grave. « Professeur, je crains que nous ayons affaire à quelque chose qui transcende la science conventionnelle. Quelqu'un a créé cette substance non seulement pour évoquer des souvenirs, mais pour évoquer des souvenirs précis avec une précision étonnante. La question qui se pose est de savoir comment un tel exploit a pu être accompli, et surtout, pourquoi quelqu'un a-t-il déployé des efforts aussi méticuleux pour y parvenir ? » Alors que nous nous apprêtions à quitter le laboratoire, le professeur Marchand nous a interpellés. « Monsieur Holmes, j'analyserai la composition chimique et vous fournirai un rapport complet d'ici 2 jours. Mais je dois vous avertir, si quelqu'un a réellement maîtrisé la capacité de manipuler la mémoire humaine par des moyens olfactifs, les conséquences sont stupéfiantes. Une telle connaissance pourrait être utilisée à des fins bien plus sinistres qu'un simple vol. » Les paroles du professeur résonnèrent dans mon esprit tandis que nous retournions à Baker Street dans la pénombre. Holmes garda son silence habituel durant notre trajet,
Mais je voyais à son expression que son esprit brillant s'emballait vers des conclusions qui demeuraient cachées à ma compréhension ordinaire. Quels que soient les secrets qui se cachaient derrière l'affaire de mademoiselle Blackwood, je commençais à soupçonner que nous étions confrontés non seulement à un criminel, mais à quelqu'un possédant des connaissances frisant le surnaturel. Le jeu, qui semblait si simple la veille, se révélait bien plus complexe et dangereux que nous ne l'avions imaginé. Chapitre 3. La scène du crime. Le troisième jour de notre enquête s'annonça gris et menaçant, sous une pluie persistante qui semblait refléter la nature de plus en plus trouble de notre affaire. Holmes avait passé la soirée précédente dans une profonde contemplation, alternant entre des airs mélancoliques au violon et l'étude des notes qu'il avait compilées concernant notre mystérieuse affaire. J'avais appris par longue expérience à ne pas interrompre ces moments d'intense réflexion, sachant que son esprit brillant tissait des fils de preuves invisibles aux esprits moins intelligents. Au cours du petit déjeuner, que Holmes consommait avec un appétit inhabituel, signe toujours que son intérêt pour une affaire avait été pleinement éveillé, il annonça notre programme de la journée. Watson, ce matin, nous allons enfin examiner la scène du crime présumé. Je dis présumé, car je suis de plus en plus convaincu que ce qui s'est passé chez mademoiselle Blackwood était bien plus complexe qu'un simple cambriolage. Les preuves que nous avons recueillies jusqu'à présent suggèrent une supercherie soigneusement orchestrée, même si son objectif ultime reste terriblement obscur. Vous soupçonnez mademoiselle Blackwood elle-même d'être impliquée ? Holmes fit un geste dédaigneux de la main. Pas d'implication, mon cher ami, mais peut-être une participation involontaire au plan élaboré de quelqu'un d'autre. Considérez les faits. Un vol qui ne retire rien de valeur conventionnelle, mais laisse derrière lui un objet d'une sophistication extraordinaire. Des suspects qui se comportent comme s'ils possédaient un savoir coupable, mais dont les actions suggèrent qu'eux aussi recherchent quelque chose. Et au cœur de tout cela, une substance capable d'ouvrir les recoins les plus intimes de la mémoire humaine avec une précision chirurgicale. Nous avons traversé les rues humides de Londres jusqu'à Regent Street, où Blackwood & Associates occupait une boutique étroite mais élégante, entre une chapellerie et un marchand de livres rares. Les vitrines présentaient une multitude de flacons en verre taillé et de vaporisateurs de parfums ornés, tandis que des enseignes discrètes annonçaient « Parfums exotiques d'Orient » et « Parfums sur mesure pour clients exigeants ». Mademoiselle Blackwood nous reçut avec un soulagement évident, même si je remarquai qu'elle paraissait plus hagarde que lors de sa visite à Baker Street. Des cernes sous ses yeux suggéraient des nuits blanches, et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle nous guidait à travers les espaces publics de son établissement vers le bureau privé où le crime avait été commis. Monsieur Holmes, j'avoue que j'ai à peine dormi depuis notre rencontre. L'idée que quelqu'un puisse manipuler la mémoire elle-même par des moyens chimiques remet en question tout ce que je croyais sur la nature de la conscience humaine. Voilà une réaction compréhensible, mademoiselle Blackwood. Mais je vous en prie, ne laissez pas la peur obscurcir votre jugement. Nous allons découvrir la vérité derrière cette affaire, aussi troublante soit-elle. Holmes s'arrêta devant une vitrine contenant des parfums particulièrement exotiques. Dites-moi, d'où proviennent ces fragrances inhabituelles ? Divers fournisseurs, monsieur Holmes. Certains passent par des importateurs traditionnels, d'autres par des filières plus spécialisées. Le commerce du parfum a toujours évolué en dehors des frontières commerciales conventionnelles. Holmes hocha la tête pensivement. Et vos propres créations ? Faites-vous appel à un parfumeur professionnel ou concevez-vous les formules vous-même ? Les joues de mademoiselle Blackwood s'empourprèrent légèrement. Je dois avouer avoir fait quelques essais en amateur, mais rien de comparable à une expertise professionnelle. Mon véritable talent réside dans la capacité à reconnaître et à commercialiser des parfums qui plairont à la société londonienne plutôt que dans leur création. Nous étions arrivés au bureau où le vol avait eu lieu, une petite pièce bien aménagée, dominée par un imposant coffre-fort ouvert, dont la porte en acier pendait de travers, telle une blessure dans l'atmosphère ordonnée de la pièce. Holmes commença immédiatement son examen, sortant sa loupe et examinant minutieusement chaque surface.
Le coffre ne présente aucun signe de forçage, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Le mécanisme semble avoir été ouvert par quelqu'un qui en connaît le fonctionnement. Pourtant, observez ces rayures autour du cadran. Des marques récentes suggèrent une manipulation récente, peut-être précipitée. Quelqu'un aurait-il pu découvrir cette combinaison par observation ? Demandai-je. C'est possible, mais peu probable compte tenu de la position du coffre-fort par rapport à l'entrée du bureau. Non, Watson, je pense que notre agresseur avait une connaissance légitime de la combinaison, mais opérait dans des circonstances qui provoquaient une hâte ou une nervosité inhabituelle. Holmes s'approcha pour examiner le bureau, qui avait retrouvé son aspect normal depuis le crime. Cependant, son œil exercé détecta immédiatement des anomalies invisibles à l'œil nu. Mademoiselle Blackwood, vous avez mentionné que les formules volées étaient dit conservées dans le coffre-fort. Des copies étaient-elles conservées ailleurs ? Non, monsieur Holmes. J'ai peut-être été bêtement secret sur mes recettes, croyant que leur sécurité résidait dans leur exclusivité. Je vois. Et ces formules pourraient-elles être reconstituées de mémoire ou par l'analyse d'échantillons existants ? Miss Blackwood réfléchit attentivement. La reconstitution serait possible, mais elle nécessiterait un temps et une expertise considérables. Chaque parfum contient des dizaines de composants dans des proportions précises. Même un parfumeur expérimenté aurait besoin de plusieurs semaines d'expérimentation pour reconstituer la formule complète. Holmes s'était déplacé pour examiner la fenêtre, qui offrait une vue sur l'étroite ruelle derrière le bâtiment. Cette fenêtre est-elle habituellement verrouillée pendant les heures d'ouverture ? Oui, toujours. Nous avons appris depuis longtemps que les parfums de valeur nécessitent une protection minutieuse, tant contre les voleurs que contre les curieux. J'observe cependant des rayures récentes sur le loquet de la fenêtre et des traces d'humidité sur le rebord, suggérant une ouverture récente. Quelqu'un est entré ou sorti par ce chemin ces derniers jours. Mademoiselle Blackwood haleta. « Mais c'est impossible. La fenêtre est sécurisée depuis le matin du vol. Je l'ai vérifié moi-même. » Holmes ne dit rien, mais continua son examen méthodique du bureau. Il passa un long moment à examiner le sol près du coffre-fort, s'agenouillant de temps en temps pour examiner d'infimes traces de poussière ou de débris. Finalement, il se releva avec une expression de satisfaction sombre. « Watson, observez ces empreintes de pas dans la poussière près du coffre-fort. Remarquez le motif distinctif de la semelle, une semelle en forme de losange, caractéristique des bottes fabriquées par Loeb, de St. James's Street, des chaussures coûteuses, pourtant très usées, suggérant un goût raffiné, mais peut-être issues d'une famille modeste. Les empreintes pourraient-elles appartenir à Miss Blackwood ou à son personnel ? Holmes fit un geste vers les pieds de notre cliente. Mademoiselle Blackwood porte des bottes pour dame d'une fabrication totalement différente, avec un talon dont la forme laisserait une impression bien différente. Quant à son personnel, il se tourna vers mademoiselle Blackwood. « Je suppose que votre neveu et M. Ashford ont tous deux visité ce bureau récemment ? Timothy était là hier, comme votre jeune informateur l'a sans doute rapporté. Reginald n'est pas venu depuis la veille du vol, où il était venu examiner des contrats. Intéressant. Les empreintes que j'observe sont assez récentes, certainement de moins de 24 heures. Pourtant, elles ne correspondent pas aux chaussures portées par un visiteur légitime de cet établissement. » Holmes se dirigea vers le coffre-fort, s'agenouillant pour en examiner l'intérieur à la loupe. Après plusieurs minutes d'observation intense, il poussa une faible exclamation de triomphe. « Watson, mademoiselle Blackwood, observez ce détail des plus curieux. » Nous nous sommes rassemblés autour de Holmes qui a pointé du doigt une petite marque presque invisible sur la paroi intérieure du coffre-fort. Un minuscule symbole qui semblait avoir été gravé dans le métal avec un instrument pointu. « Que représente-t-il » demandai-je en étudiant ce marquage particulier qui ressemblait à une fleur stylisée ou peut-être à une formule chimique. Je n'en suis pas certain, mais je soupçonne que cela pourrait nous aider à comprendre toute notre affaire. Mademoiselle Blackwood, avez-vous déjà vu ce symbole ? Notre cliente étudia attentivement la marque, les sourcils froncés de concentration. Elle me semble familière, même si je ne parviens pas à situer où je l'ai trouvée.
Peut-être dans un vieux manuel de parfumerie ou dans les papiers de mon défunt associé. Holmes se leva et épousseta ses genoux. Je suggère que nous examinions immédiatement les papiers de M. Ashford. Si ce symbole apparaît dans vos archives, il pourrait éclairer le lien entre passé et présent qui semble être au cœur de ce mystère. Mademoiselle Blackwood nous conduisit vers un classeur contenant des documents issus de son partenariat avec Cornelius Ashford. Tout en triant les dossiers de correspondance et les documents commerciaux, Holmes poursuivit son examen du bureau, accordant une attention particulière aux zones présentant des signes de troubles récents. « Monsieur Holmes !» La voix de mademoiselle Blackwood était pleine d'excitation. « J'ai découvert quelque chose de très étrange. » Elle sortit des dossiers un journal relié en cuir portant les initiales C.A. en lettres dorées délavées. Le journal s'ouvrit sur une page couverte de formules chimiques et de croquis de spécimens botaniques, accompagnés de notes écrites d'une écriture arachnéenne. Holmes accepta le journal avec un intérêt évident, étudiant la page qui avait attiré l'attention de mademoiselle Blackwood. « Remarquable, murmura-t-il. Il semble s'agir de notes expérimentales pour la création de parfums, bien que bien plus sophistiquées que les formules commerciales classiques. » Et là, son doigt traça une série de symboles le long de la marge de la page, dont un qui ressemblait étrangement à la marque que nous avions découverte dans le coffre-fort. « Cornelius a toujours gardé le secret sur ses travaux expérimentaux, » expliqua mademoiselle Blackwood. « Je pensais qu'il développait de nouveaux parfums commerciaux, même s'il n'a jamais partagé les résultats de ses recherches. » Holmes continua de tourner les pages, son expression devenant de plus en plus grave à mesure qu'il absorbait le contenu du journal. Finalement, il referma le volume et fixa Miss Blackwood de ce regard pénétrant qui précédait inévitablement une révélation importante. « Mademoiselle Blackwood, je crains que votre défunt partenaire n'ait participé à des recherches qui dépassaient largement le cadre de la parfumerie commerciale. Ces notes décrivent des expériences de manipulation psychologique par des moyens olfactifs, la technique même employée pour la création de notre mystérieux flacon. Mais vous ne pouvez sûrement pas vouloir dire que Cornelius... Je veux simplement dire que quelqu'un ayant accès à ce journal aurait pu reconstituer son travail. La question qui se pose est de savoir si cette personne était son fils Reginald, cherchant à poursuivre les recherches de son père, ou une autre personne qui s'est emparée de ses secrets par des moyens plus sinistres. Comme interpellés par son nom, nous entendîmes la sonnette de la boutique, suivie de pas précipités s'approchant du bureau. Timothy Blackwood apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rouge et l'air agité. « Tante Cordelia, je dois vous parler immédiatement. Cela concerne Reginald et je crains... » Il s'éteignit en nous remarquant, Holmes et moi. « Je vous demande pardon. Je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Holmes s'avança avec ce sourire particulier qu'il réservait au moment où le jeu prenait une tournure intéressante. « Monsieur Blackwood, quelle coïncidence! Nous discutions justement des affaires de votre famille. Auriez-vous l'amabilité de nous dire ce que vous savez des travaux expérimentaux de votre défunt oncle ?» Le visage de Timothy devint blanc comme du parchemin. « Je crains de ne pas comprendre ce que vous voulez dire, monsieur. » « Allons, monsieur Blackwood. Votre comportement d'hier à fouiller les papiers de votre tante avec une telle urgence suggère une connaissance de quelque chose qui dépasse les simples affaires. Qu'espériez-vous trouver ?» Pendant un instant, Timothy sembla prêt à fuir. Puis, comme si le poids de la dissimulation était devenu insupportable, ses épaules s'affaissèrent, vaincu. « Très bien, » dit-il doucement. « Je suppose que la vérité finira par éclater. Oui, j'étais au courant des expériences de l'oncle Cornelius. Et oui, je craignais que Reginald ne tente de les poursuivre. Mais monsieur Holmes, croyez-moi, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un parviendrait à reproduire ces terribles formules. » Holmes se pencha en avant, visiblement intéressé. « Terrible ? Veuillez développer, monsieur Blackwood. » Oncle Cornelius croyait pouvoir créer des parfums capables de réveiller des souvenirs refoulés, des expériences traumatisantes que l'esprit avait choisi d'oublier. Il affirmait que ce savoir pouvait être utilisé à des fins thérapeutiques, pour aider les patients à affronter et à surmonter leur traumatisme passé. Mais les résultats de ces expériences... Timothy frissonna.
Ils étaient tout sauf thérapeutiques. Mademoiselle Blackwood regarda son neveu avec horreur. « Timothy, qu'est-ce que tu racontes ?»« Je dis, tante Cordelia, que votre mystérieuse fiole n'est pas un simple parfum. Si quelqu'un maîtrise véritablement les techniques de l'oncle Cornelius, il possède le pouvoir de percer les secrets les plus sombres de l'esprit humain, des secrets enfouis pour de très bonnes raisons. » Alors que nous comprenions pleinement les implications de la révélation de Timothy, j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps maussade du jour. Nous n'avions pas affaire à un simple vol, mais à quelqu'un qui avait instrumentalisé l'essence même de la mémoire humaine. Et si les théories de Holmes étaient exactes, ce quelqu'un commençait seulement à révéler la véritable portée de ses sinistres intentions. Chapitre 4. Le poids des secrets enfouis. Le silence qui suivit la confession saisissante de Timothy Blackwood s'éternisa, troublé seulement par le bruit lointain de la circulation sur Regent Street, filtrant à travers les fenêtres du bureau. Holmes resta immobile, son regard perçant fixé sur le jeune homme avec cette intensité particulière que j'avais appris à associer au calcul rapide des possibilités et des probabilités qui constituaient son extraordinaire processus mental. Miss Blackwood fut la première à rompre le silence pesant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Timothy, depuis combien de temps êtes-vous au courant de ces expériences ?» Le visage de son neveu affichait l'expression hagarde d'un homme qui avait porté un terrible fardeau dans la solitude pendant bien trop longtemps. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant l'après-midi gris, comme s'il cherchait à échapper au poids de ses révélations. « Depuis mes 16 ans, répondit-il d'une voix sourde, imprégnée du souvenir d'un traumatisme. Oncle Cornelius m'a invité à l'aider dans ce qu'il appelait ses recherches spéciales. J'étais fasciné par le monde de la parfumerie, avide d'en connaître les secrets. J'ignorais que ses intérêts dépassaient si largement les applications commerciales. Holmes s'approcha, son ton devenant presque doux, un ton que je l'avais rarement entendu employer, sauf dans des circonstances particulièrement délicates. « Qu'avez-vous vu exactement, monsieur Blackwood ?» Timothy se détourna de la fenêtre, le regard hanté par des souvenirs qu'il avait visiblement tenté d'effacer. Il avait des volontaires, monsieur Holmes. Des hommes et des femmes qui venaient à son laboratoire privé le soir, après la fermeture du magasin. C'étaient des patients, affirmait-il, souffrant de diverses formes de détresse mentale. Il croyait que ces parfums pouvaient les aider à retrouver des souvenirs perdus, clés de leur guérison. « Et l'ont-ils fait ?» ai-je rétorqué, ma formation médicale m'obligeant à comprendre les implications thérapeutiques d'un tel travail. Certains ont retrouvé la mémoire, Dr. Watson, mais ce n'étaient pas les souvenirs paisibles qu'oncle Cornelius avait anticipés. Les parfums semblaient réveiller les expériences les plus traumatisantes, des moments de terreur, de chagrin et de douleur que l'esprit avait miséricordieusement dissimulés. J'ai vu des hommes forts, réduits à l'état d'enfants en pleurs, des femmes hurler de terreur face à des horreurs qu'elles seules pouvaient percevoir. Mademoiselle Blackwood s'affala sur une chaise, le visage pâle sous le choc. « Mon Dieu, Cornelius, qu'étais-tu devenu ?» Il prétendait que c'était nécessaire, poursuivit Timothy, sa voix gagnant en force tandis que la vérité longtemps refoulée s'exprimait enfin. Il insistait sur le fait que seule la confrontation avec ces traumatismes enfouis permettrait à ses patients de parvenir à une véritable guérison. Mais je n'ai vu aucune guérison, seulement une agonie. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de le confronter à l'éthique de ses méthodes, il est entré dans une colère noire. Il m'a accusé de manquer de clairvoyance pour comprendre la science révolutionnaire et m'a interdit de parler de ce dont j'avais été témoin. Holmes écoutait avec l'attention concentrée qu'il réservait aux témoignages cruciaux, hochant parfois la tête tandis que les différentes pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit remarquable. « Monsieur Blackwood, c'est volontaire. En avez-vous reconnu certains? Étaient-ils issus de milieux sociaux particuliers? Certains étaient des patients de l'asile du docteur Pembroke, dans la banlieue de Londres. D'autres semblaient être des personnes de bonne société qui avaient sollicité l'aide de l'oncle Cornelius par des voies privées. Il y avait même... » Timothy marqua une pause, l'air troublé. « Il y avait même un homme que j'ai reconnu plus tard comme étant un député,
mais je tairai son nom par respect pour sa famille. Et après la mort de votre oncle il y a 5 ans, qu'est-il advenu de ces documents de recherche? Je pensais qu'ils avaient été détruits ou perdus. Reginald s'est occupé du règlement de la succession de son père et m'a assuré que tous les matériaux dangereux avaient été éliminés en toute sécurité. Mais visiblement, Timothy fit un geste impuissant vers le journal que Holmes tenait encore. Visiblement, je me trompais. Holmes ferma le journal d'un ton sec et décisif. « Monsieur Blackwood, je dois vous poser une question directe, et je vous implore d'y répondre en toute honnêteté. Croyez-vous Reginald Ashford capable de poursuivre l'œuvre de son père ?» L'hésitation de Timothy fut une réponse suffisante, même s'il parvint finalement à parler. « Reginald a toujours été fasciné par les expériences de son père, encore plus que moi. Si j'étais horrifié par ce que j'observais, il semblait intrigué par les possibilités. Il parlait souvent des applications potentielles si les techniques pouvaient être affinées et perfectionnées. Des candidatures ? La voix de mademoiselle Blackwood exprimait une inquiétude grandissante. Il a émis l'hypothèse d'utiliser ces parfums à des fins d'interrogatoire, ou pour aider les témoins à se remémorer les détails des crimes qu'ils avaient observés. Il a même suggéré leur utilisation thérapeutique, comme son père l'avait initialement prévu, à condition de maîtriser leurs effets secondaires violents. Holmes commença à faire les 100 pas, les mains jointes dans le dos, tandis qu'il assimilait cette nouvelle information. « Très éclairant, monsieur Blackwood. Maintenant, je dois vous interroger sur les événements récents. Vous avez fouillé les papiers de votre tante hier avec une urgence manifeste. Qu'espériez-vous trouver ?» Timothy rougit d'embarras. « Je cherchais des traces du travail de l'oncle Cornelius. » Quand tante Cordelia m'a décrit la mystérieuse fiole laissée par le voleur, j'ai craint que quelqu'un ait réussi à recréer ces formules. J'espérais trouver des preuves qui pourraient aider à identifier qui pouvait détenir un tel savoir. Et avez-vous découvert quelque chose de pertinent ? Seulement ce journal, dont j'avais oublié l'existence parmi les documents de l'association. Mais, monsieur Holmes, il y a autre chose. Quelque chose qui me préoccupe beaucoup depuis la visite de tante Cordelia à Baker Street. Holmes s'arrêta dans son arpentage, fixant Timothy d'un regard plein d'espoir. La description qu'elle a donnée des effets de la fiole, la façon dont elle évoque différents souvenirs selon les individus, correspond précisément à une formule que l'oncle Cornelius appelait la clé de la mémoire. C'était sa création la plus ambitieuse, conçue pour révéler non seulement les souvenirs traumatiques, mais aussi tout souvenir profondément enfoui que l'esprit du sujet avait choisi de dissimuler. Mon Dieu, soufflai-je, les implications sont stupéfiantes. C'est tout à fait vrai, Watson. Quelqu'un ayant accès à une telle substance pourrait extraire les secrets les plus intimes de n'importe qui, simplement en l'exposant au parfum approprié. Holmes se tourna vers Timothy. Cette formule a-t-elle jamais été créée avec succès du vivant de votre oncle ? Il prétendait l'avoir perfectionnée peu avant sa mort, bien que je n'ai jamais été témoin de son utilisation. Il en parlait comme de sa plus grande réussite, l'aboutissement d'années de recherche. Mais il semblait aussi effrayé par son potentiel. Dans ces dernières semaines, il devint de plus en plus secret, voire paranoïaque, comme s'il craignait qu'on ne lui vole ses découvertes. Holmes et moi échangeâmes des regards chargés de sens. L'image qui se dessinait suggérait des possibilités bien plus sinistres que nous ne l'avions imaginé au départ. « Monsieur Blackwood, » poursuivit Holmes, « je dois maintenant vous interroger sur les activités récentes de Reginald. A-t-il eu un comportement inhabituel ou manifesté le désir de faire revivre l'œuvre de son père ?» Le visage de Timothy s'assombrit. Ces derniers mois, il pose des questions de plus en plus détaillées sur les anciennes expériences. Il prétendait que c'était par simple curiosité académique, mais son intérêt semblait s'intensifier au lieu de diminuer avec le temps. Et récemment, il marqua une pause, visiblement aux prises avec les implications de ses paroles. « Oui, récemment, il a rencontré des individus que je ne reconnais pas, des hommes bien habillés qui viennent chez lui à des heures indues. Lorsque je l'ai interrogé au sujet de ces visiteurs, il a prétendu qu'il s'agissait de clients potentiels pour ses services juridiques. Mais leur comportement semblait plus furtif que ce à quoi on pourrait s'attendre dans des relations commerciales ordinaires. Holmes cessa brusquement de faire les 100 pas,
son attention désormais entièrement focalisée sur le récit de Timothy. Pouvez-vous décrire ses visiteurs? L'un était un homme grand et mince, avec une cicatrice distinctive sur la joue gauche. Un autre était plus petit, trapu, avec l'allure d'un militaire. Il y avait aussi une femme, élégamment vêtue, mais avec un air, comment dire, de raffinement dangereux. Combien de ces visiteurs avez-vous observé? Au moins une demi-douzaine, au cours du mois dernier. Ils n'arrivaient jamais ensemble, toujours individuellement, et leur visite était invariablement brève. Holmes hocha la tête d'un air sombre. « Monsieur Blackwood, je crains que votre cousin ne soit lié à des individus dont les intentions vont bien au-delà d'un intérêt académique pour la parfumerie. Le schéma que vous décrivez suggère une conspiration d'une ampleur et d'une sophistication considérables. » Miss Blackwood, qui écoutait cet échange avec une horreur grandissante, retrouva enfin la parole. « Monsieur Holmes, insinuez-vous que Reginald vendait les recherches de mon défunt associé à des criminels? Je suggère, madame, que votre établissement a peut-être été choisi comme cible de ce vol présumé, précisément parce que quelqu'un avait besoin de mettre ce flacon en circulation sans éveiller les soupçons. Le vol de vos formules n'était peut-être qu'une couverture commode pour une tromperie bien plus élaborée. Les implications de la théorie de Holmes nous ont tous frappés avec la force d'un choc physique. S'il avait raison, alors nous n'enquêtions pas sur un simple crime, mais sur un complot soigneusement orchestré dont les objectifs ultimes restaient terriblement flous. Timothy s'affala sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Mon Dieu, où sommes-nous tombés? Si Reginald s'est vraiment allié à des criminels, et s'il possède le pouvoir de débloquer des souvenirs enfouis à volonté. Holmes s'approcha de la fenêtre, observant la rue animée avec une expression de détermination farouche. Nous sommes donc confrontés à une menace qui dépasse largement les limites de la criminalité conventionnelle, monsieur Blackwood. Quelqu'un a instrumentalisé l'esprit humain, et nous devons supposer qu'il compte utiliser cette arme à des fins contraires à la justice. Il se retourna vers nous, ses yeux gris brûlant de cette intensité féroce que j'avais appris à associer à ses humeurs les plus dangereuses. « Watson, nous devons localiser Reginald Ashford immédiatement. Qu'il soit le méchant ou la victime dans cette affaire, il détient la clé pour comprendre les véritables intentions de notre adversaire. Et je crains qu'à chaque heure qui passe, ces intentions se rapprochent de leur réalisation. Alors que nous nous apprêtions à quitter l'établissement de Miss Blackwood, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous nous lancions dans une course contre la montre, vers une confrontation avec des forces transcendant les entreprises criminelles ordinaires. Le vol de formules de parfum s'était révélé n'être que le premier pas dans un jeu dont nous commencions à peine à comprendre les règles, et dont l'enjeu pourrait bien se révéler être rien de moins que le caractère sacré de la mémoire humaine elle-même. Le brouillard commençait à tomber à nouveau lorsque nous avons franchi Regent Street, et je me suis demandé si c'était le temps londonien, ou l'obscurité croissante de notre enquête qui rendait ces rues familières, soudain étranges et menaçantes. Les mots suivants de Holmes ne parvinrent pas à dissiper mon pressentiment grandissant. « Watson, dit-il doucement tandis que nous hélions un fiacre, je crains que nous ne soyons sur le point de découvrir des secrets qui ont été enfouis pour de très bonnes raisons, et quelqu'un vient d'acquérir le pouvoir de les exhumer. » Chapitre 5. Le récit du locataire. Notre fiacre traversa le brouillard de plus en plus dense en direction de Bloomsbury, où Reginald Ashford logeait modestement dans une étroite maison mitoyenne géorgienne qui avait connu des jours meilleurs. Ce voyage offrit à Holmes l'occasion d'exposer sa stratégie pour la confrontation qui nous attendait, même si, j'avoue, ses méthodes me parurent particulièrement peu orthodoxes. Nous ne nous présenterons pas comme enquêteurs, Watson. Je propose plutôt de me présenter comme un client potentiel recherchant des conseils juridiques sur une question de droit successoral. Une telle approche devrait nous permettre d'observer l'état d'esprit actuel de M. Ashford sans éveiller immédiatement ses soupçons. Et s'il vous reconnaît, votre réputation n'est pas inconnue dans les milieux juridiques. Holmes sourit d'un air sombre. Nous découvrirons alors si le jeune Ashford possède le sang-froid nécessaire à une entreprise criminelle véritablement dangereuse, ou s'il n'est qu'un amateur qui s'est aventuré dans des eaux bien plus profondes qu'il ne peut y naviguer.
La pension en question s'avéra être un établissement respectable, quoique sans particularité, dont la façade en briques avait été noircie par des décennies de suie londonienne. Une discrète plaque en laiton près de l'entrée indiquait plusieurs locataires professionnels, dont R. Ashford, avocat, au 2e étage. Nous fûmes accueillis par une propriétaire à l'air sévère qui nous conduisit à l'étage avec l'efficacité mécanique de quelqu'un habitué à un flot constant de visiteurs en quête de conseils professionnels. Le cabinet de Reginald Ashford occupait 2 petites pièces donnant sur la rue, un modeste bureau meublé de textes juridiques usés et un bureau de greffier attenant à un salon privé faisant office à la fois de bibliothèque et de réception. L'homme lui-même s'avéra un peu plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 28 ans, comme l'avait indiqué mademoiselle Blackwood, avec le teint pâle et les épaules légèrement voûtées, propres à ceux qui passent leur journée penchés sur des documents juridiques. Pourtant, quelque chose dans son attitude, une énergie nerveuse à peine contenue sous son allure professionnelle, attira immédiatement l'attention de Holmes. Le regard d'Ashford se porta sans cesse vers la fenêtre, comme s'il s'attendait à apercevoir des visiteurs indésirables dans la rue en contrebas, et ses mains trahissaient un léger tremblement suggérant soit une maladie, soit une anxiété extrême. « Messieurs, » dit-il en se levant de derrière son bureau avec une cordialité forcée, « je suis Reginald Ashford. Je crois comprendre que vous sollicitez une consultation juridique concernant une question d'héritage. » Holmes avait pris l'apparence d'un marchand prospère soucieux de la répartition de sa succession, un rôle qu'il jouait avec l'habileté consommée que j'avais observé au cours de dizaines d'enquêtes précédentes. En effet, monsieur Ashford, je suis monsieur Windibank de Windibank & Associates, et voici mon associé, monsieur Harris. Nous avons besoin de conseils juridiques discrets concernant certains aspects sensibles du droit successoral. Ashford nous fit signe de nous asseoir, même si je remarquai que son attention semblait partagée entre notre conversation et une préoccupation intérieure qui le poussait à jeter plusieurs fois des coups d'œil à une armoire verrouillée dans le coin de la pièce. « Bien sûr, monsieur Windibank, quels aspects spécifiques du droit successoral vous préoccupent ? Nous avons récemment acquis certains documents, formules et notes de recherche susceptibles d'avoir une valeur commerciale considérable. Cependant, les circonstances de leur acquisition sont quelque peu irrégulières. Nous souhaitons nous assurer de la sécurité juridique de nos droits avant de procéder à toute exploitation commerciale. » L'effet des paroles de Holmes sur Ashford fut immédiat et spectaculaire. Le visage du jeune notaire pâlit et ses mains agrippèrent le bord de son bureau avec une telle force que ses jointures blanchirent sur le bois sombre. « Des formules ?» répéta-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Quel genre de formule ?» Holmes se pencha en avant, visiblement inquiet. « Mon cher ami, vous semblez angoissé. Peut-être devrions-nous revenir à un moment plus opportun ? » « Non. » La réponse d'Ashford fut sèche, presque désespérée. « Veuillez continuer. Quelle est la nature de ces documents que vous avez acquis ? » « Formules chimiques, principalement. Recherches sur les propriétés de divers composés aromatiques et leurs effets sur la psychologie humaine. Un travail fascinant, même si nous avouons ne pas disposer des connaissances scientifiques nécessaires pour en apprécier pleinement l'importance. » Ashford se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre, fixant la rue enveloppée de brouillard avec une agitation évidente. Pendant plusieurs minutes, il resta ainsi absorbé, laissant Holmes et moi échanger des regards significatifs en attendant sa réponse. « Monsieur Windibank, » dit-il enfin sans se détourner de la fenêtre, « je dois vous poser une question directe et je vous implore d'y répondre en toute honnêteté. Où avez-vous acquis ces documents ?» L'expression de Holmes resta soigneusement neutre. Provenant de la succession d'un scientifique décédé, la famille souhaitait se débarrasser de ces documents de recherche et ignorait leur valeur potentielle. Pourquoi posez-vous cette question ? Ashford se retourna, le visage animé par ce qui semblait être un mélange de peur et d'espoir désespéré. « Parce que, monsieur Windibank, je crois que vous êtes tombé sur des recherches menées par feu mon père, Cornelius Ashford. Si c'est bien le cas, vous êtes en
Possession de matériaux qui pourraient s'avérer extrêmement dangereux entre de mauvaises mains. Holmes laissa transparaître une pointe d'inquiétude dans sa voix. Dangereux? Dans quel sens? Mon père était un brillant chimiste, mais ses travaux ultérieurs ont transcendé les limites de la recherche scientifique éthique. Il a développé des techniques de manipulation de la mémoire humaine par stimulation olfactive, des méthodes permettant d'extraire les secrets les plus intimes de chaque individu. Mon Dieu, ai-je interrompu, conservant mon rôle de partenaire commercial inquiet. Suggérez-vous que ces formules pourraient être utilisées à des fins criminelles? Ashford hocha gravement la tête. Je suggère, messieurs, que les recherches de mon père représentent peut-être l'arme la plus puissante jamais conçue pour la guerre psychologique. Entre les mains d'individus sans scrupules, elle pourrait servir au chantage, à l'extorsion, ou pire. Holmes se renversa dans son fauteuil, l'air pensif. « Et vous croyez que les documents que nous avons récupérés contiennent les secrets de ces techniques? S'ils portent l'écriture de mon père et contiennent des références à la clé de la mémoire, ou à des formulations similaires, alors oui, vous possédez des connaissances que plusieurs personnes très dangereuses tueraient pour obtenir. » Le silence se fit dans la salle, tandis que les paroles d'Ashford nous semblaient compréhensibles. Finalement, Holmes prit la parole, sa voix soigneusement modulée pour exprimer une inquiétude grandissante. « Monsieur Ashford, vous parlez comme si vous connaissiez personnellement ces individus dangereux. Les avez-vous peut-être rencontrés vous-même? » Pendant un instant, Ashford sembla prêt à fuir. Puis, comme si le poids de la dissimulation était devenu insupportable, il s'effondra sur sa chaise et enfouit son visage dans ses mains. « Monsieur Windibank, je m'apprête à vous confier des informations qui pourraient me coûter la vie, mais je ne peux plus supporter le silence, surtout si des innocents sont sur le point d'être impliqués dans cette terrible affaire. » Holmes se dirigea vers la porte et tourna tranquillement la clé dans la serrure, une précaution qui n'échappa pas à Ashford. « Ces 3 derniers mois, poursuivit Ashford, la voix étouffée par ses mains, j'ai été approché par des représentants de ce que je ne peux décrire que comme une organisation criminelle d'une sophistication extraordinaire. Ils étaient au courant des recherches de mon père et ont exigé que je leur fournisse ses formules complètes et ses notes expérimentales. Et tu as obéi? Je n'avais pas le choix. Ils m'ont clairement fait comprendre qu'un refus entraînerait des conséquences bien pires qu'une simple ruine financière. Ils ont démontré leur talent en révélant des secrets de ma vie privée que je n'avais partagés avec personne, des détails intimes qui n'avaient pu être exhumés que par des moyens que je préfère ignorer. Holmes échangea un rapide regard avec moi avant de poursuivre son interrogatoire. Quel genre d'individus étaient ces représentants? Des criminels professionnels, certes, mais agissant sous la direction d'une personne disposant de ressources et d'une influence considérable. La femme qui leur servait de contact principal prétendait représenter des intérêts allant bien au-delà des activités criminelles ordinaires. Pouvez-vous décrire cette femme? Ashford leva la tête, le regard hanté par des souvenirs qu'il souhaitait visiblement oublier. Élégante, raffinée, peut-être 40 ans. Elle parlait avec un léger accent continental et possédait une prestance qui suggérait une familiarité avec les plus hautes sphères de la société. Mais sous cet extérieur poli, il frissonna. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dégageait une telle désinvolture menaçante. Et que voulaient que ces individus vous fassent? Au début, ils n'exigeaient que l'accès aux notes de recherche de mon père. Lorsque je leur ai expliqué que la plupart de ses travaux avaient été détruits après sa mort, ils ont insisté pour que je reconstitue ce que je pouvais de mémoire. Ils m'ont fourni un laboratoire privé et des ressources illimitées pour mes expérimentations. Holmes se pencha en avant avec attention. « Et avez-vous réussi ces reconstitutions? » « En partie. J'ai réussi à recréer plusieurs des formules les plus simples de mon père, mais le composé le plus complexe, la clé de la mémoire, restait hors de mes capacités. La formule nécessitait des mesures précises de dizaines de composés exotiques, dont beaucoup n'avaient jamais été entièrement documentés par mon père. Que s'est-il passé lorsque vous avez signalé cet échec à vos employeurs? La voix d'Ashford se fit à peine plus basse qu'un murmure. Ils m'ont informé qu'ils avaient identifié une autre source pour les informations manquantes. Quelques jours plus tard,
Ils m'ont chargé d'organiser le vol de certains documents dans l'établissement de mademoiselle Blackwood, des documents qui fourniraient les dernières pièces du puzzle. La vérité m'a frappé avec la force d'un coup physique. « Vous avez organisé le cambriolage du magasin de l'ancien associé de votre père ? Je leur ai fourni la combinaison de son coffre-fort et des détails sur sa routine quotidienne. Mais je vous jure, messieurs, que je croyais qu'il n'avait pour but que de voler ses formules commerciales à des fins criminelles conventionnelles. J'ignorais totalement qu'il possédait la sophistication nécessaire pour créer la clé de la mémoire, ni qu'il comptait utiliser mademoiselle Blackwood elle-même comme cobaye. » Holmes se leva et commença à arpenter le petit bureau, réfléchissant à toute vitesse aux implications des aveux d'Ashford. « Monsieur Ashford, ces individus qui vous ont contraint à coopérer, quel est leur objectif ultime ? Ils n'ont sûrement pas investi autant de ressources simplement pour acquérir des formules de parfum. Je pense qu'ils ont l'intention d'utiliser à grande échelle les techniques de mon père pour recueillir des renseignements. La femme a parlé de clients qui avaient dit besoin d'accéder à des informations inaccessibles par les moyens conventionnels. Secrets d'État, renseignements militaires, espionnage industriel. Tout cela pourrait être accompli simplement en exposant les personnes concernées à la clé de la mémoire dans des conditions contrôlées. L'ampleur du complot était stupéfiante. Si le récit d'Ashford était exact, nous étions confrontés non seulement à des criminels, mais aux agents de ce qui ne pouvait être décrit que comme une organisation secrète, capable d'extorquer les secrets les plus sensibles à quiconque les ciblait. « Monsieur Ashford, » dit finalement Holmes, « je dois vous informer que nous ne sommes pas les hommes d'affaires que nous prétendions être. Je suis Sherlock Holmes et voici le docteur Watson. Nous avons été engagés par mademoiselle Blackwood pour enquêter sur le vol commis dans son établissement. » Ashford nous regarda stupéfait, même si je perçus une pointe de soulagement dans son expression. « Monsieur Holmes, Dieu merci. Peut-être y a-t-il encore un espoir de m'extirper de ce cauchemar. Cela dépend entièrement de votre volonté de coopérer pleinement à notre enquête. Ces criminels qui vous ont contraint, où les trouver ? Ils possèdent un laboratoire dans un entrepôt abandonné près des docks de Londres. La femme, qui se fait appeler Madame Petrova, y mène ses opérations avec l'aide de plusieurs complices. Holmes s'approcha de la fenêtre et observa la rue enveloppée de brouillard. « Monsieur Ashford, je crains que votre association avec ces individus ne vous ait mis en grand danger. Même maintenant, nous sommes peut-être sous surveillance. » Comme pour confirmer ces paroles, des pas résonnèrent dans l'escalier. Holmes éteignit rapidement la lampe à gaz du bureau, plongeant la pièce dans l'obscurité au moment même où l'on frappait doucement à la porte. « Monsieur Ashford » appela doucement une voix féminine. « Je crois que nous avons des sujets à discuter. » Holmes pressa un doigt sur ses lèvres, faisant signe au silence absolu. Par le trou de la serrure, je pouvais voir la lumière vacillante d'une bougie tenue par quelqu'un qui attendait patiemment dans le couloir. « Je sais que vous êtes là, monsieur Ashford, » poursuivit la voix, avec une pointe de menace amusée. « Et je sais que vous avez de la visite. Il est peut-être temps que nous fassions tous connaissance. » Holmes dégaina son revolver et nous fit signe de prendre position de chaque côté de la porte. Quelle que soit la confrontation qui nous attendait, j'avais le net sentiment que notre enquête allait prendre une tournure nettement plus périlleuse. Chapitre 6. Le gambit de Madame Petrova. Le silence qui suivit l'annonce de Madame Petrova se tendit comme une corde de violon, rompu seulement par les bruits lointains de la circulation londonienne, filtrant à travers les vitres embuées. Holmes se tenait immobile près de la porte, son revolver luisant faiblement dans la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux, tandis qu'Ashford se recroquevillait derrière son bureau, l'air d'un homme enfin confronté à ses pires cauchemars. « Monsieur Ashford » poursuivit la voix de la femme, avec une pointe d'amusement patient qui la rendait d'autant plus menaçante. « Je ne suis pas du genre à attendre indéfiniment. Vos invités préféreraient peut-être que nous traitions nos affaires de manière plus civilisée. » Holmes prit une décision rapide qui démontra à la fois son courage et son intelligence tactique. Se dirigeant rapidement vers la porte, il tourna la clé et recula, me faisant signe de rester prêt avec mon arme tout en gardant Ashford à l'abri, derrière l'imposante barrière de son bureau en chêne. La porte s'ouvrit brusquement,
révélant une silhouette qui correspondait à la description d'Ashford avec une précision troublante. Madame Petrova était en effet une femme d'une quarantaine d'années, dotée de cette élégance particulière qui témoigne du raffinement continental et de ressources considérables. Ses cheveux noirs étaient coiffés à la dernière mode, et sa tenue de voyage était de la plus haute qualité. J'ai cependant remarqué qu'elle portait des gants malgré la douceur du temps, un détail suggérant une préparation minutieuse pour des activités nécessitant de dissimuler ses empreintes digitales. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, ce sont ses yeux, des globes bleu pâle qui semblaient cataloguer et évaluer tout ce qu'ils rencontraient avec la froide précision d'un scientifique examinant des spécimens. Lorsque ce regard calculateur se posa sur Holmes, je perçus un léger sourire sur ses lèvres, comme si elle retrouvait une vieille connaissance plutôt que pour la première fois. « Monsieur Sherlock Holmes », dit-elle en entrant gracieusement dans la pièce malgré la menace évidente que représentaient nos armes à la main. « Votre réputation vous précède, même si j'avoue être surprise de vous trouver impliqué dans ce qui aurait dû être une affaire purement privée. »« Madame Petrova, je suppose, » répondit Holmes d'une voix emplie de ce ton poli et menaçant qu'il réservait aux affrontements avec des adversaires vraiment dangereux. « Votre réputation vous précède également, même si je crains qu'elle ne soit pas de celles qui conviennent à une société civilisée. » Elle rit, un rire de cloche de cristal qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à exprimer plus de menace que de colère. « C'est délicieusement direct. J'apprécie tellement un homme qui dit ce qu'il pense sans détour inutile. Cela fait gagner un temps considérable dans les négociations. »« Je ne savais pas que nous avions quelque chose à négocier, madame. »« Oh, mais nous le savons, monsieur Holmes. Absolument. » Madame Petrova s'approche de la fenêtre avec une grâce fluide, apparemment indifférente aux armes toujours braquées sur elle. « Voyez-vous, votre implication dans cette affaire a créé certaines complications qui nécessitent une résolution. » « Quel genre de complications ? » Le vol dans l'établissement de mademoiselle Blackwood devait être une affaire simple. L'acquisition de certains documents suivie de leur utilisation immédiate dans le cadre d'une expérience contrôlée. Votre enquête a attiré une attention indésirable sur ce qui aurait dû rester une transaction purement privée. Holmes baissa légèrement son revolver tout en conservant une posture vigilante. Vous parlez comme si le vol de formules brevetées et la coercition exercée sur M. Ashford étaient sans importance. À plus grande échelle, monsieur Holmes, ils n'ont effectivement aucune importance. Mon organisation fournit des services aux clients qui ont besoin d'accéder à des informations inaccessibles par les moyens conventionnels. Nous agissons dans l'ombre précisément pour éviter d'interférer avec le fonctionnement normal de la société. Et quels services proposez-vous précisément ? Madame Petrova se détourna de la fenêtre, ses yeux pâles fixés sur Holmes avec une intensité renouvelée. Nous retrouvons des souvenirs perdus, monsieur Holmes. Des souvenirs que des individus ont refoulés, oubliés ou délibérément dissimulés. Parmi nos clients figurent des gouvernements cherchant à vérifier la loyauté de leurs agents, des entreprises souhaitant s'assurer de la discrétion de leurs employés et des particuliers souhaitant découvrir des vérités qui leur ont été cachées. La portée de son aveu m'a frappé avec une clarté terrifiante. Vous voulez dire que vous extrayez des secrets de sujets réticents par manipulation chimique ? Dr. Watson, n'est-ce pas ? Votre réputation de médecin vous précède également. Elle me sourit avec la même chaleur troublante. Je préfère considérer nos méthodes comme thérapeutiques plutôt que coercitives. Nombre de nos sujets constatent que la récupération de souvenirs refoulés leur apporte de précieuses informations sur leur propre développement psychologique. Même lorsque ces souvenirs impliquent des expériences traumatisantes que l'esprit a miséricordieusement choisi d'oublier. Surtout, docteur, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est préférable au fardeau psychologique d'un traumatisme refoulé. Holmes avait écouté cet échange avec l'attention concentrée qu'il consacrait à un témoignage crucial, et je pouvais voir à son expression qu'il tirait rapidement des conclusions sur les véritables objectifs de Madame Petrova. « Vous parlez de clients et d'applications thérapeutiques, » dit-il finalement, « mais je soupçonne que vos motivations réelles sont bien plus mercantiles. Quel prix demandez-vous pour ces souvenirs retrouvés ? » Nos honoraires sont proportionnels à la valeur des informations obtenues, monsieur Holmes.
Un secret d'État peut valoir un certain prix, tandis que des éléments de chantage personnel peuvent valoir un tout autre prix. Chantage ? La voix d'Ashford exprimait une prise de conscience horrifiée. Tu n'as jamais mentionné le chantage parmi tes applications. Madame Petrova se tourna vers le jeune avocat avec une expression de léger reproche. Mon cher monsieur Ashford, vous avez sûrement compris qu'une information n'a de valeur que si quelqu'un est prêt à payer pour l'obtenir ou pour empêcher sa divulgation. Imaginiez-vous que nous dirigions une organisation caritative vouée à l'avancement de la psychologie ? Holmes s'approcha de Madame Petrova, ses yeux gris brûlants de cette intensité féroce qui précédait invariablement ses humeurs les plus dangereuses. « Madame, votre organisation représente une menace pour les fondements mêmes de la société civilisée. Pouvoir extraire des secrets à volonté viderait de leur sens tous les principes de vie privée, de dignité et d'autonomie personnelle sur lesquels repose notre ordre social. Quel idéalisme, monsieur Holmes! Mais un homme de votre expérience comprend sûrement que la société fonctionne déjà grâce à l'exploitation systématique des secrets et des connaissances cachées. Nous fournissons simplement un mécanisme plus efficace pour les acquérir. Et vous croyez que cela justifie la torture psychologique d'individus innocents ? Je crois, monsieur Holmes, que le concept d'innocence est largement illusoire. Chacun recèle des secrets qui pourraient s'avérer embarrassants ou dommageables s'ils étaient révélés. Nous aidons simplement nos clients à accéder à des informations qui existent déjà dans l'esprit de leur sujet. La désinvolture avec laquelle elle évoquait ces horribles violations de la dignité humaine m'a empli d'une colère justifiée, qui a pris le dessus sur ma prudence habituelle. Madame, vous parlez d'extorquer des secrets comme si vous parliez de la météo. N'avez-vous aucune idée des souffrances que vous infligez à vos victimes ? Docteur Watson, j'ai constaté que la plupart des gens ressentent un soulagement considérable lorsque leurs secrets enfouis sont révélés. Le fardeau psychologique de la dissimulation dépasse souvent le désagrément de la révélation. Holmes avait arpenté le petit bureau pendant cet échange, son esprit vif s'efforçant visiblement d'analyser les implications tactiques de notre situation. Soudain, il s'arrêta et fixa Madame Petrova de ce regard étrange qui semblait pénétrer jusqu'au plus profond de l'âme. « Madame, vous avez exposé vos méthodes et vos objectifs avec une franchise remarquable. Je suppose que vous pensez que nous ne sommes pas en mesure d'interférer dans vos opérations. Une observation des plus judicieuses, monsieur Holmes. Voyez-vous, votre réputation de brillant déductif suggère qu'une approche directe pourrait s'avérer plus efficace que les tromperies élaborées habituellement requises dans notre domaine. Signification ? Ce qui signifie que je ne suis pas venu ici pour menacer ou contraindre, mais pour vous faire une proposition que je crois que vous trouverez impossible à refuser. » Holmes haussa un sourcil. « Je t'écoute. » Madame Petrova se dirigea vers son réticule et en sortit un petit objet qu'elle déposa soigneusement sur le bureau d'Ashford. C'était une autre fiole, semblable à celle laissée dans le coffre de mademoiselle Blackwood, mais contenant un liquide d'une teinte ambrée plus profonde. Ce flacon contient une formule que j'ai baptisée « essence de vérité », annonça-t-elle avec une fierté évidente. Contrairement au composé brut qui a tant bouleversé votre client, il représente la forme perfectionnée des recherches de Cornelius Ashford, capable de réveiller n'importe quel souvenir avec une précision chirurgicale et sans les effets secondaires traumatisants qui caractérisaient les expériences précédentes. Et vous proposez de faire quoi avec cette substance ? Je propose de démontrer son efficacité, monsieur Holmes, en utilisant un sujet dont les souvenirs seraient d'un intérêt considérable pour toutes les parties présentes. Les implications de sa suggestion m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Tu ne peux pas vouloir l'utiliser contre l'un de nous. Ni sur vous, docteur Watson, ni sur l'éminent monsieur Holmes. Je propose de l'utiliser sur quelqu'un dont les secrets ont influencé toute notre enquête. Quelqu'un qui a dissimulé des informations cruciales sur la véritable nature des recherches de Cornelius Ashford et les circonstances de sa mort. Elle se tourna vers le coin de la pièce où Ashford était accroupi derrière son bureau, ses yeux pâles brillants d'anticipation. « Voyez-vous, messieurs, le jeune monsieur Ashford ne vous a pas été entièrement honnête au sujet des dernières expériences de son père.
Des souvenirs enfouis dans son esprit éclaireraient non seulement les origines de notre enquête actuelle, mais aussi la raison pour laquelle mon organisation a investi des ressources aussi considérables pour retrouver les travaux de son père. Holmes s'interposa d'un air protecteur entre Madame Petrova et Ashford, son revolver de nouveau braqué sur elle. « Je ne vous autoriserai pas à mener des expériences chimiques sur un sujet réticent. Mais que se passerait-il si le sujet était consentant, Monsieur Holmes, et si Monsieur Ashford lui-même choisissait de subir l'intervention afin de retrouver des souvenirs qui pourraient contribuer à résoudre toute cette affaire? Jamais. La voix d'Ashford se brisa de terreur. Je ne me soumettrai pas à ta torture psychologique. Madame Petrova sourit avec la même chaleur troublante. Mon cher, vous ne comprenez pas la nature de ma proposition. Je ne menace pas de vous imposer la procédure. Je vous offre simplement l'occasion de vous rappeler quelque chose qui, je crois, vous tient particulièrement à cœur. La vérité sur la mort de votre père est la véritable raison pour laquelle ces recherches n'ont jamais abouti. Le silence qui suivit ces paroles fut profond et troublant. Le visage d'Ashford était devenu pâle comme la mort, et ses mains tremblaient tandis qu'il agrippait le bord de son bureau. « Que suggérez-vous » murmura-t-il. « Je suggère, monsieur Ashford, que la mort de votre père n'était pas la conséquence naturelle de la tuberculose, comme vous l'avez toujours cru. Je suggère que quelqu'un l'a délibérément empêché de mener à bien ses expériences les plus dangereuses, et que le souvenir de l'identité de cette personne repose enfoui quelque part dans votre esprit traumatisé. » La révélation frappa Ashford comme un coup de massue. Il tituba en arrière, les yeux écarquillés par un mélange d'horreur et de curiosité désespérée. « Tu mens !» haleta-t-il. « Mon père est mort de cause naturelle. J'étais là. J'ai été témoin de sa dernière maladie. Tu as été témoin de ce que tu as été autorisé à voir, mon cher. Mais il y a des trous dans ta mémoire de ces dernières semaines, des périodes de confusion et de détresse que tu as attribuées au traumatisme naturel d'assister au déclin d'un parent bien-aimé. Et si ces trous cachaient quelque chose de bien plus sinistre? » Holmes s'avança, l'air sombre. « Madame Petrova, si vous possédez des preuves du meurtre de Cornelius Ashford, vous avez l'obligation morale de les présenter aux autorités compétentes. »« Des preuves, monsieur Holmes ? Je possède bien plus de valeur que des preuves. Je possède la vérité, enfouie dans l'esprit du seul témoin de ces derniers jours terribles. Et je suis prêt à révéler cette vérité, si M. Ashford a le courage d'affronter ce qu'il pourrait découvrir. » En observant le jeu des émotions sur le visage d'Ashford, la peur, la curiosité et une soif croissante de connaissance qui lui avait été refusée, je réalisai que Madame Petrova avait joué son jeu avec une précision magistrale. Elle avait identifié le seul argument susceptible de vaincre la terreur qu'Ashford ressentait face à ses méthodes, la promesse de réponse aux questions qui le hantaient depuis 5 longues années. Le jeu avait pris une autre tournure dangereuse, et je craignais qu'avant sa conclusion nous soyons tous obligés d'affronter des vérités qu'une partie de nous préférerait laisser enfouies dans l'ombre du passé. Chapitre 7. La vérité enfouie. La tension dans les modestes appartements d'Ashford était devenue presque insupportable, une force palpable qui semblait peser sur les murs. Reginald Ashford se tenait figé derrière son bureau, le visage ravagé par des émotions contradictoires, les yeux fixés sur la fiole d'ambre que Madame Petrova avait placée devant lui, telle une terrible tentation sortie d'une pièce de théâtre moraliste médiévale. Holmes maintint sa position protectrice entre Ashford et notre visiteur indésirable, même si je pouvais voir à la posture de ses épaules qu'il calculait les probabilités et les possibilités avec la précision rapide qui caractérisait son approche de toute situation dangereuse. Finalement, il rompit le silence pesant par une question qui toucha au cœur du dilemme. « Monsieur Ashford, avant d'envisager de vous soumettre à la proposition de cette femme, vous devez comprendre que les souvenirs qui surgiront pourraient s'avérer plus dévastateurs que l'ignorance. Êtes-vous prêt à apprendre que quelqu'un en qui vous aviez confiance est responsable de la mort de votre père ?» Le rire d'Ashford était creux et amer. « Monsieur Holmes, pendant 5 ans, j'ai vécu avec le soupçon que la mort de mon père était en quelque sorte anormale. C'était un homme fort,
malgré ses études, et son déclin semblait incroyablement rapide. Les médecins parlaient de tuberculose, mais certains aspects de sa maladie m'étaient incompréhensibles. « Quels aspects ?» demandai-je, ma formation médicale m'obligeant à comprendre les détails cliniques. L'apparition soudaine des symptômes, pour commencer. Mon père n'avait jamais montré de signes de faiblesse pulmonaire et pourtant, en quelques semaines, il était alité et peinait à respirer. Plus troublante encore était pour les périodes de délire durant lesquelles il parlait de trahison et de secrets volés. Les médecins attribuaient ces épisodes à la fièvre, mais la voix d'Ashford s'éteignit, luttant contre des souvenirs douloureux. « Mais vous soupçonniez le contraire, » observa Holmes. « Je soupçonnais que quelqu'un l'avait délibérément empoisonné, oui. Mais je n'avais aucune preuve, et la cause officielle du décès n'a jamais été remise en question. J'étais jeune, inexpérimenté dans le monde, et je manquais de ressources pour mener une enquête indépendante. » Madame Petrova écoutait cet échange avec une satisfaction évidente, telle une joueuse d'échecs voyant son adversaire se diriger inexorablement vers l'échec et mat. « Vous voyez, messieurs, Monsieur Ashford soupçonne déjà la vérité. Je lui offre simplement les moyens de confirmer ce que son esprit rationnel a conclu depuis longtemps. » Holmes se tourna vers elle avec cette expression de fureur froide que j'avais appris à associer à ses confrontations avec les formes les plus abjectes de la criminalité humaine. « Et que gagnez-vous à cette révélation, madame ? Quel bénéfice votre organisation pourrait-elle tirer de la révélation d'un meurtre vieux de 5 ans ? » « De la connaissance, monsieur Holmes, toujours de la connaissance. L'identité de l'assassin de Cornelius Ashford nous fournirait de précieux renseignements sur les forces qui s'efforcent de faire taire ces recherches. De telles informations représenteraient une somme considérable pour les clients concernés. Vous voulez faire chanter le meurtrier. Je veux comprendre le problème dans son intégralité. Le père de M. Ashford était sur le point de perfectionner des techniques susceptibles de révolutionner les capacités de collecte de renseignements de tout gouvernement ou organisation suffisamment intelligent pour les utiliser. Quelqu'un l'a tué pour empêcher l'aboutissement de ses recherches. Je veux savoir qui, et surtout, pourquoi. » La logique de sa position était indéniable, même si ses méthodes demeuraient odieuses. Holmes reprit son arpent habituel, son esprit vif se débattant visiblement avec les implications tactiques de la situation. « Monsieur Ashford, dit-il finalement, si vous choisissez de subir cette procédure, vous devez comprendre que vous vous placerez entièrement à la merci de quelqu'un dont les principes moraux sont, pour le moins, flexibles. Quelle garantie avons-nous que Madame Petrova limitera son extraction au souvenir de la mort de votre père ? » « Absolument rien, » répondit-elle joyeusement. « Je tiens toutefois à souligner que les souvenirs traumatisants ont tendance à éclipser les souvenirs moins marquants pendant l'intervention. Si le père de M. Ashford a bel et bien été assassiné, cette expérience dominerait probablement tout souvenir induit par des substances chimiques. » Ashford s'approcha de la fenêtre, scrutant la rue enveloppée de brouillard, comme s'il cherchait conseil auprès des silhouettes anonymes qui défilaient comme des fantômes dans la pénombre londonienne. Lorsqu'il se retourna enfin vers nous, son expression s'était durcie et transformée en détermination. « Je dois connaître la vérité, » dit-il doucement. « Depuis 5 ans, je suis hanté par des questions qui empoisonnent chaque aspect de mon existence. Si cette femme peut m'apporter des réponses, alors je suis prêt à accepter les risques. » « Reginald, non !» La voix provenait de l'embrasure de la porte, où une silhouette était apparue dans un tel silence qu'aucun de nous n'avait décelé son intrusion. Timothy Blackwood se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage pâle d'épuisement et ses vêtements témoignant d'un voyage précipité dans les rues noires de suie de Londres. Holmes se tourna vers le nouveau venu, son revolver pointé instantanément sur cette nouvelle variable d'une équation déjà complexe. « Monsieur Blackwood, comment avez-vous su que nous étions ici ? » « Je t'ai suivi depuis Regent Street, » répondit Timothy en entrant dans la pièce malgré le danger évident. « Tante Cordelia s'inquiétait pour ta sécurité et m'a demandé de veiller à ce que tu ne sois pas blessé. Je surveille ce bâtiment depuis 1 heure, attendant une occasion d'intervenir. » Madame Petrova regarda Timothy avec le même regard calculateur qu'elle avait adressé à nous tous. « Quel touchant ! Une réunion de famille au milieu de notre petit drame.
Peut-être que M. Timothy Blackwood voudrait partager son avis sur la procédure proposée. Timothy s'approcha de son cousin d'un air protecteur, ses manières suggérant une détermination profonde que je n'avais pas soupçonnée chez ce jeune homme, aux manières douces. « Je tiens à vous faire part de mon opposition absolue à toute forme de manipulation chimique. Reginald, vous ne pouvez pas faire confiance à cette femme. Ses méthodes sont barbares et ses objectifs purement mercenaires. Mais Timothy, si elle peut me dire qui a tué mon père, alors tu auras appris quelque chose d'irréparable, cousin, et tu auras confié ce savoir à quelqu'un qui l'utilisera sans aucun doute aux fins les plus corrompues. » Holmes avait observé cette dispute familiale avec un intérêt évident, et je pouvais voir à son expression qu'il commençait à percevoir des schémas et des connexions qui restaient invisibles pour le reste d'entre nous. « Monsieur Timothy Blackwood, dit-il soudain, votre opposition à cette procédure semble inhabituellement véhémente. Serait-il possible que vous soyez au courant de la mort de Cornelius Ashford sans l'avoir révélé auparavant ? » L'effet de la question de Holmes sur Timothy fut immédiat et spectaculaire. Le visage du jeune homme devint blême et il tituba en arrière comme s'il avait reçu un coup. C'est-à-dire, je ne sais rien au-delà de ce que quiconque aurait pu observer pendant la dernière maladie de l'oncle Cornelius. Et pourtant, votre attitude suggère le contraire. Dites-moi, monsieur Blackwood, étiez-vous présent durant ces dernières semaines où monsieur Ashford était censé mourir de tuberculose ? Je lui rendais régulièrement visite, oui, Reginald aussi. Nous étions tous deux inquiets de la détérioration de l'état de santé de l'oncle Cornelius. Holmes s'approcha de Timothy, son regard gris scrutant le jeune homme avec cette intensité particulière qui semblait dissiper toute prétention et dissimulation. « Monsieur Blackwood, je crois que vous en savez plus sur les circonstances de la mort de Cornelius Ashford que vous ne l'admettez. De plus, je soupçonne que votre connaissance de ces événements est la véritable raison pour laquelle vous avez tant cherché à empêcher la récupération de ces documents de recherche. Monsieur Holmes, je vous assure... » « Vous ne m'assurez de... »« Rien, monsieur. Votre comportement tout au long de cette enquête a été celui d'un homme accablé par le poids d'une culpabilité avérée. Vous avez fouillé les papiers de votre tante non pas pour trouver des preuves d'une conspiration criminelle, mais pour déterminer s'il subsistait des traces d'événements que vous espériez oublier à jamais. L'accusation flottait dans l'air comme un défi à mort. Timothy fixait Holmes avec l'expression d'un animal acculé, tandis que Reginald observait son cousin avec une horreur et une compréhension croissantes. « Timothy, » murmura Reginald, « que suggère M. Holmes ?» Avant que Timothy ne puisse répondre, Madame Petrova s'avança avec une expression de satisfaction triomphante. « Quel spectacle! Il semble que nous ayons découvert un secret de famille bien plus intéressant qu'un simple meurtre. » Holmes ne quittait pas Timothy des yeux, tandis qu'il poursuivait son interrogatoire acharné. « Monsieur Blackwood, Cornelius Ashford n'a pas été tué par un inconnu cherchant à étouffer ses recherches. Il a été tué par quelqu'un ayant un accès privilégié à sa maisonnée, quelqu'un capable d'administrer le poison progressivement et sans éveiller les soupçons, quelqu'un qui connaissait la valeur de son travail et cherchait à en contrôler l'issue. »« Tu es fou !» haleta Timothy. « Je n'aurais jamais fait de mal à oncle Cornelius. Il a été comme un père pour moi après la mort de mes parents. C'est peut-être précisément pour cela que vous l'avez tué, monsieur Blackwood. Peut-être avez-vous découvert que cette figure paternelle menait des expériences contraires à la décence humaine. Peut-être avez-vous décidé que ces recherches étaient trop dangereuses pour être autorisées à se poursuivre. » Le silence se fit dans la salle tandis que les implications de la théorie de Holmes s'imposaient à nous tous. S'il avait raison, alors Timothy Blackwood n'était pas seulement un témoin du meurtre, mais le meurtrier lui-même. Un jeune homme qui avait tué son propre oncle pour empêcher l'achèvement de recherches qu'il jugeait trop dangereuses pour la connaissance humaine. Madame Petrova rompit le silence avec ce rire cristallin qui parvenait à exprimer à la fois amusement et menace. « Monsieur Holmes, vos capacités de déduction sont encore plus impressionnantes que ce que j'avais entendu. Mais je me demandais si vous seriez intéressé par un petit pari sur l'exactitude de vos conclusions. Quel genre de pari ? Je propose que nous réglions définitivement cette affaire en administrant l'essence de vérité au jeune monsieur Timothy Blackwood. Si votre théorie est correcte, nous apprendrons non seulement qu'il a tué son oncle, mais aussi ses motivations. Si vous vous trompez,
nous découvrirons la véritable identité du meurtrier, et M. Timothy aura la satisfaction de prouver son innocence. Holmes examina la proposition avec une réticence évidente. Et si je refusais une telle procédure? Alors, nous ne connaîtrons jamais la vérité, monsieur Holmes. Le mystère restera jamais irrésolu, et les secrets qui ont empoisonné cette famille pendant 5 ans continueront de s'envenimer. En observant le jeu de la peur, de la culpabilité et de la curiosité désespérée qui se lisait sur les traits de Timothy, je compris que nous étions arrivés au moment crucial de notre enquête. Quelle que soit la décision prise dans les minutes à venir, elle déterminerait non seulement la résolution de notre affaire, mais aussi le sort de toutes les personnes présentes dans cette pièce plongée dans le brouillard. La vérité, comme Holmes l'avait souvent observé, a tendance à surgir malgré tous les efforts humains pour la dissimuler. Mais je commençais à soupçonner que, dans ce cas précis, elle pourrait s'avérer plus terrible que ce que nous étions prêts à affronter. Chapitre 8. La confession de Timothy Blackwood. À cet instant chargé d'émotions, alors que 5 âmes se tenaient entre révélation et dissimulation dans les modestes appartements de Reginald Ashford, Timothy Blackwood prit une décision qui allait changer à jamais le cours de notre enquête. Ses épaules s'affaissaient sous le poids d'années de culpabilité refoulée, et lorsqu'il parla enfin, sa voix avait le timbre creux d'un homme ayant atteint ses limites. « Il n'y aura pas besoin d'interrogatoire chimique, » dit-il doucement, les yeux fixés sur un point au-delà de la vitre embuée. « La déduction de M. Holmes est correcte. J'ai tué Cornelius Ashford, et je porte le fardeau de cet acte depuis 5 ans. » Le silence qui suivit sa confession fut profond et terrible. Reginald fixa son cousin avec une expression de trahison et d'horreur, telle que je me surpris à détourner le regard, incapable de constater la destruction des liens d'affection qui avaient pu un jour unir les 2 jeunes hommes. Holmes baissa son revolver mais garda sa posture vigilante, reconnaissant clairement que les aveux de Timothy pourraient n'être que le début de révélations qui pourraient s'avérer encore plus dangereuses que le crime initial. « Monsieur Blackwood, » dit-il avec une douceur inhabituelle, « si vous êtes prêt à faire des aveux complets, je crois qu'il serait dans l'intérêt de tous d'entendre les circonstances complètes de la mort de votre oncle. » Timothy s'approcha de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, dans un geste qui me rappela Holmes lui-même dans ses moments de plus profonde contemplation. Lorsqu'il commença à parler, sa voix avait la cadence mesurée d'un homme qui avait répété ces mots d'innombrables fois dans l'intimité de sa conscience tourmentée. Oncle Cornelius n'était pas le scientifique bienveillant que le monde croyait, commença-t-il. Ses recherches sur la manipulation de la mémoire avaient progressé bien au-delà des applications thérapeutiques qu'il prétendait poursuivre. À l'hiver 1889, il avait perfectionné des techniques permettant d'extraire n'importe quelle information de l'esprit humain, quelle que soit la volonté du sujet à coopérer. « Et vous avez été témoin de l'utilisation de ces techniques ?» demanda Holmes. « J'ai été témoin d'horreurs qu'aucune personne civilisée ne devrait subir, monsieur Holmes. L'oncle Cornelius avait dépassé le stade du recours aux volontaires de l'asile du docteur Pembroke. Il avait commencé à acquérir des sujets par des moyens plus sinistres. » Madame Petrova, qui écoutait avec une fascination évidente, se pencha en avant, l'air d'un intérêt renouvelé. « Quel genre de sujet ?» Le visage de Timothy se tordit de dégoût à ce souvenir. « Des enfants des rues, principalement. Des orphelins et des fugueurs qui ne manqueraient à personne en mesure d'enquêter sur leur disparition. Il les attirait dans son laboratoire privé en leur promettant nourriture et abri, puis les soumettait à des composés chimiques qui laissaient nombre d'entre eux irrémédiablement endommagés. Mon Dieu, soufflai-je, ma sensibilité médicale reculant devant les implications d'une telle expérimentation sur des enfants sans défense. Le facteur décisif dans ma décision fut la découverte que mon oncle Cornelius avait été contacté par des représentants d'un gouvernement étranger, des agents souhaitant acquérir ces techniques pour les utiliser contre des prisonniers politiques et des espions capturés. Il s'apprêtait à vendre ses recherches à des personnes qui les utiliseraient massivement à des fins d'espionnage et d'oppression. Holmes hocha la tête d'un air sombre. « Et vous avez donc décidé qu'il fallait l'arrêter ?»
J'ai décidé que certaines connaissances étaient trop dangereuses pour exister, monsieur Holmes. Le pouvoir d'extraire des secrets d'esprits réticents représente une menace pour tous les principes sur lesquels repose la société civilisée. Je ne pouvais pas permettre que de telles techniques soient utilisées dans le monde. Reginald retrouva enfin sa voix, même si ce n'était guère plus qu'un murmure. « Timothy, comment as-tu pu ? Quels que soient ses défauts, oncle Cornelius était de la famille. Il s'est occupé de nous deux après la mort de nos parents. » Timothy se détourna de la fenêtre pour faire face à son cousin, les yeux brillants de larmes retenues. Et il se souciait de nous, certes. Mais il était devenu monstrueux, Reginald. L'homme qui nous avait élevés était obsédé par son obsession de percer les secrets de la mémoire humaine. Il ne restait plus qu'une créature prête à sacrifier des enfants innocents pour acquérir un savoir qui n'aurait jamais dû être recherché. « Comment avez-vous fait ?» demanda Holmes avec une franchise clinique. « Poison administré progressivement sur plusieurs semaines. J'ai utilisé des composés de son propre laboratoire, des substances qui reproduisaient les symptômes de la tuberculose tout en détruisant lentement son système respiratoire. L'ironie était délibérée, monsieur Holmes. Il est mort des mêmes produits chimiques qu'il avait utilisés pour torturer ses sujets réticents. » Madame Petrova avait pris des notes tout au long de la confession de Timothy, ses yeux pâles brillant de la satisfaction de quelqu'un dont les théories avaient été confirmées au-delà de ses attentes les plus optimistes. « Fascinant, » murmura-t-elle. « Et qu'avez-vous fait des documents de recherche de Cornelius Ashford après sa mort ?» L'expression de Timothy se durcit. « J'ai détruit tout ce que j'ai pu trouver. Ses formules, ses notes expérimentales, sa correspondance avec des acheteurs potentiels. Tout a été brûlé. Je croyais avoir réussi à faire disparaître ces techniques avec lui. Mais visiblement, vous n'avez pas totalement réussi, observa Holmes. Sinon, nous ne serions pas confrontés à la situation actuelle. Non, je n'ai pas complètement réussi. Je n'ai pas réussi à retrouver son journal le plus important, celui contenant la formule complète de la clé de la mémoire. J'ai appris plus tard qu'il l'avait caché dans les papiers d'affaires de mademoiselle Blackwood, où il est resté jusqu'à ce que de récents événements le révèlent. Les pièces du puzzle commençaient enfin à se mettre en place, même si le tableau qu'elles formaient était plus complexe et moralement ambigu que nous l'avions imaginé. Timothy Blackwood était certes un meurtrier, mais c'était aussi un jeune homme qui avait commis un acte terrible au service de ce qu'il croyait être un bien commun. Holmes reprit son chemin, son esprit vif réfléchissant visiblement aux implications des aveux de Timothy. « Monsieur Blackwood, votre décision de tuer votre oncle était compréhensible, voire justifiable, compte tenu des circonstances que vous décrivez. Mais vos actions ultérieures ont créé la situation même que vous cherchiez à éviter. En dissimulant l'existence de ces recherches, vous avez permis à d'autres d'acquérir des fragments de son travail et de tenter de reconstituer ses formulations les plus dangereuses. Je m'en rends compte maintenant, monsieur Holmes. Si j'avais présenté aux autorités les preuves des crimes de l'oncle Cornelius, ces recherches auraient peut-être pu être officiellement étouffées et détruites. Au lieu de cela, mes tentatives de dissimulation n'ont fait que retarder l'inévitable résurrection de ces techniques. » Madame Petrova se leva de sa chaise avec une grâce fluide, son expression suggérant qu'elle avait entendu tout ce dont elle avait besoin pour formuler sa prochaine décision. « Messieurs, ceci a été très instructif, mais je crains que notre conversation ne doive prendre fin. Les aveux de M. Timothy Blackwood m'ont fourni de précieux renseignements, mais ils ont aussi confirmé que les recherches que je mène sont plus dangereuses et plus précieuses que je ne le pensais. » Holmes s'interposa entre elle et la porte, son revolver de nouveau braqué sur sa silhouette élégante. « Madame, vous ne serez pas autorisée à quitter cette pièce avec les connaissances que vous avez acquises ici. » Elle rit avec le même amusement cristallin qui l'avait caractérisé tout au long de notre rencontre. « Mon cher monsieur Holmes, vous comprenez sans doute que mon organisation ne fonctionne pas avec des agents isolés. En ce moment même, mes associés surveillent ce bâtiment et ses occupants. Toute tentative de me détenir aurait des conséquences bien plus graves que la simple poursuite de nos activités actuelles. Que proposez-vous ? » « Je vous propose un marché, monsieur Holmes. Vous me permettez de partir sans être inquiété, et je vous fournis des informations qui vous permettront d'empêcher l'aboutissement du projet actuel de mon organisation. »
Quelles informations? L'emplacement de notre laboratoire, où mes chimistes travaillent actuellement à la synthèse de la clé de la mémoire, à partir des matériaux volés dans l'établissement de mademoiselle Blackwood. Il vous reste environ 12 heures avant qu'ils y parviennent. Après cela, la technique sera accessible à tout client disposé à payer nos honoraires considérables. Les implications de son offre m'ont frappé avec la force d'une révélation. Si l'organisation de Madame Petrova parvenait à perfectionner la création la plus dangereuse de Cornelius Ashford, les conséquences pourraient bien dépasser largement les limites de l'entreprise criminelle conventionnelle. Holmes examina sa proposition avec une réticence évidente. Finalement, il s'écarta tout en gardant son arme. « Très bien, madame. Fournissez les informations promises et vous pourrez partir. » Madame Petrova s'approche du bureau de Reginald et esquisse rapidement un plan approximatif indiquant l'emplacement d'un complexe d'entrepôts près des docks de Londres. « Bâtiment 17, complexe Rotherhithe », dit-elle en tendant le papier à Holmes. « Vous trouverez le laboratoire au 3e étage, mais je dois vous avertir qu'il est fortement gardé par des individus dont les méthodes sont bien moins civilisées que les miennes. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour s'adresser une dernière fois à Timothy. « Monsieur Blackwood, vos aveux ont été précieux, mais je crains qu'ils n'aient aussi scellé votre destin. Mon organisation ne tolère aucune interférence dans ces opérations, même motivée par les plus hautes valeurs morales. »« Vous le menacez ?» demanda Holmes. « Je l'informe, monsieur Holmes. Monsieur Timothy Blackwood a tué une fois pour empêcher la réalisation de recherches dangereuses. Ce seul fait de lui une menace pour la poursuite de nos opérations. Nous le surveillerons de très près. » Avec cette déclaration inquiétante, elle partit aussi silencieusement qu'elle était arrivée, nous laissant tous les quatre contempler l'ampleur de la menace à laquelle nous étions désormais confrontés. Holmes commença immédiatement à donner des instructions rapides. « Watson, nous devons organiser une descente dans ce laboratoire dans l'heure. Monsieur Ashford, vous nous accompagnerez pour nous fournir une expertise technique afin d'identifier et de détruire tout matériel de recherche que nous trouverons. Monsieur Timothy Blackwood. » Il s'arrêta, étudiant le jeune homme qui avait avoué un meurtre pour empêcher la catastrophe même que nous nous efforcions maintenant d'éviter. « Monsieur Timothy Blackwood, vos actions d'il y a 5 ans étaient moralement complexes, et le jugement final de leur bien-fondé doit être laissé à des autorités supérieures à moi. Mais votre connaissance des techniques de votre oncle pourrait s'avérer essentielle pour garantir la destruction totale de ses créations les plus dangereuses. » Timothy hocha la tête, l'air d'un homme qui avait accepté son sort, quel qu'il soit. « Je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire, monsieur Holmes. J'ai vécu avec les conséquences de mes actes pendant 5 ans. Si ces actes peuvent désormais servir à éviter de plus grandes horreurs, alors peut-être qu'une certaine rédemption est encore possible. » Alors que nous nous apprêtions à quitter les appartements d'Ashford pour ce qui, je le soupçonnais, allait être la nuit la plus dangereuse de toute notre association, je me suis retrouvé à réfléchir aux complexités morales qui avaient émergé de ce qui semblait au départ être un simple cas de vol commercial. Timothy Blackwood était un meurtrier, mais c'était aussi un homme qui avait sacrifié sa tranquillité d'esprit pour empêcher la diffusion de terribles connaissances sur un monde sans méfiance. Le jeu était en effet devenu bien plus complexe que ce que nous avions imaginé, et sa résolution finale nous obligerait à nous aventurer dans les coins les plus sombres de Londres pour affronter des ennemis dont les armes pourraient frapper l'essence même de l'identité humaine. Chapitre 9. Dans la fosse aux lions. Le brouillard s'était considérablement épaissi lorsque notre expédition improbable s'est frayé un chemin à travers les rues labyrinthiques en direction des docks de Londres, transformant le paysage urbain familier en un univers étrange d'ombres changeantes et de sons étouffés. Notre fiacre avançait avec une prudence délibérée dans les rues troubles, son chauffeur marmonnant des imprécations contre le temps, tandis que Holmes étudiait la carte sommaire de Madame Petrova à la lueur vacillante d'une lanterne en œil de bœuf. « Le complexe de Rotherhithe » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses compagnons. « Je connais bien le quartier, un ensemble d'entrepôts abandonnés qui servaient autrefois au commerce du thé avant que l'évolution des modes de commercialisation ne les rende obsolètes. Un lieu idéal pour des activités clandestines, à l'abri des regards indiscrets,
mais accessible à ceux qui connaissent les bonnes pratiques. Timothy Blackwood était assis en face de moi dans l'habitacle exigu du taxi, son visage maquillé d'une détermination farouche qui ne parvenait pas à dissimuler entièrement la terreur qui se lisait dans son regard. Le poids de ses aveux semblait l'avoir vieilli d'une décennie en l'espace d'un après-midi, transformant le jeune homme d'affaires aux manières douces, en un homme plus dur et plus désespéré. « Monsieur Holmes, dit-il doucement, je dois vous demander ce que vous comptez faire à propos de ma situation une fois cette affaire conclue. » Holmes le regarda avec cette expression particulière de sympathie analytique qu'il réservait aux individus poussés par des circonstances extraordinaires. « Monsieur Blackwood, vos aveux de meurtre me placent dans une position des plus délicates. Légalement, je suis tenu de veiller à ce que vous soyez traduit en justice pour votre crime. Moralement, cependant, je dois prendre en considération les circonstances qui vous ont poussé à des mesures aussi désespérées, et le bien commun que vos actes auraient pu servir. Et ta conclusion ? Ma conclusion, monsieur, est que la justice prend parfois des formes qui transcendent les limites rigides du droit. Les recherches de votre oncle représentaient une menace pour les principes fondamentaux de la dignité humaine et de la vie privée. Si vos actions ont empêché la diffusion de ces recherches dans le monde il y a 5 ans, alors peut-être avez-vous déjà payé votre dette envers la société, grâce à vos années de tourments et de culpabilité. Reginald Ashford, qui gardait un silence gêné depuis les aveux de son cousin, retrouva enfin la parole. « Timothy, quoi que tu aies fait, quelles que soient tes raisons, tu fais toujours partie de ma famille. Je ne t'abandonnerai pas seul face aux conséquences. » La touchante démonstration de loyauté entre les deux jeunes hommes apporta un moment de réconfort dans ce qui était devenu une entreprise de plus en plus sombre et dangereuse. Cependant, l'attention de Holmes était déjà focalisée sur des préoccupations plus immédiates alors que notre taxi approchait de sa destination. « Messieurs, annonça-t-il, nous entrons en territoire hostile. Dorénavant, nous devons partir du principe que chaque ombre cache un ennemi potentiel et que nos adversaires possèdent des armes et des techniques qui transcendent les capacités criminelles conventionnelles. Le complexe d'entrepôt de Rotherhithe se dressait devant nous telle une forteresse médiévale, ses imposants murs de briques disparaissant dans le brouillard, tandis que les ruelles étroites entre les bâtiments créaient un dédale de points, d'embuscades potentielles. Holmes paya notre chauffeur et lui ordonna d'attendre à bonne distance, même si la nervosité évidente de l'homme laissait penser qu'il ne s'attarderait pas longtemps dans un environnement aussi menaçant. Le bâtiment 17 se trouvait au cœur du complexe, une structure massive dont les fenêtres brisées et les escaliers de secours rouillés témoignaient de décennies d'abandon et de délabrement. Pourtant, à mesure que nous nous approchions, de subtils signes d'occupation récente apparurent à l'œil exercé de Holmes. Des traces de pas fraîches dans la boue entourant l'entrée, de la poussière récemment soulevée sur les appuis de fenêtres, et la faible lueur d'une lumière artificielle filtrant à travers les rideaux des étages supérieurs. Le 3e étage, d'après les renseignements de Madame Petrova, murmura Holmes tandis que nous nous réfugions à l'ombre d'un bâtiment adjacent. Nous devons supposer que tout le bâtiment est sous surveillance et que toute approche directe déclenchera l'alarme immédiate. « Comment proposez-vous que nous entrions » demandai-je en vérifiant que mon revolver était correctement chargé. Holmes étudia l'architecture du bâtiment avec l'attention concentrée d'un général planifiant l'assaut d'une forteresse ennemie. L'escalier de secours côté semble relativement en bon état. Si nous parvenons à l'atteindre sans être vus, nous pourrons peut-être monter au 3e étage sans alerter les défenseurs du laboratoire. Et une fois que nous atteindrons le laboratoire lui-même, alors, mon cher Watson, nous découvrirons si la confiance de nos adversaires dans leurs mesures de sécurité est justifiée ou s'ils ont sous-estimé la détermination des hommes qui luttent pour empêcher une catastrophe d'une ampleur sans précédent. Notre approche de l'escalier de secours nécessitait un itinéraire tortueux à travers le dédale de bâtiments abandonnés, chaque pas étant soigneusement calculé pour éviter les flaques de lumière projetées par les rares lampadaires à gaz. Le brouillard offrait une excellente dissimulation, mais il rendait la navigation périlleuse et augmentait le risque d'alerter accidentellement les sentinelles de notre présence. Alors que nous atteignions le pied de l'escalier de secours,
Holmes leva la main pour exiger le silence et désigna une silhouette postée dans l'ombre près de l'entrée principale du bâtiment. La sentinelle était à peine visible dans l'obscurité, mais sa posture alerte et l'éclat du métal dans ses mains ne laissaient aucun doute sur ses intentions hostiles. « Un garde visible », me souffla Holmes à l'oreille. « Je suppose qu'il y en a au moins 3 autres postés à des points stratégiques autour du bâtiment. » L'escalier de secours lui-même s'est révélé être un piège mortel, fait de métal rouillé et de boulons desserrés, qui menaçait de signaler notre présence à chaque pas. Pourtant, la reconnaissance minutieuse de Holmes avait identifié les parties les plus stables de la structure, et nous avons réussi à monter au 3e étage sans provoquer l'effondrement catastrophique qui semblait imminent à chaque mouvement. La fenêtre donnant accès au 3e étage était recouverte d'épais rideaux, mais une petite ouverture nous permettait d'observer l'intérieur de ce qui était sans doute l'un des laboratoires criminels les plus sophistiqués que j'aie jamais vus. Cet espace, autrefois un entrepôt abandonné, s'était transformé en un temple étincelant de précision scientifique, doté d'appareils de distillation, d'unités de stockage de produits chimiques et d'instruments de mesure qui auraient trouvé leur place dans le plus prestigieux centre de recherche universitaire. 3 personnes étaient présentes dans le laboratoire, travaillant avec l'intensité concentrée d'artisans s'apprêtant à achever un chef-d'œuvre. Le personnage central était un homme âgé aux cheveux blancs et en bataille, avec la posture voûtée caractéristique de celui qui a passé des décennies penché sur les paillasses. Ses 2 assistants étaient des hommes plus jeunes dont les mouvements suggéraient une formation militaire malgré leurs occupations civiles. Sur l'établi central se trouvait une série de récipients en verre contenant des liquides de différentes teintes, tandis que des notes minutieuses couvraient chaque surface disponible, avec des formules et des calculs qui auraient mis au défi le plus talentueux des chimistes. Plus inquiétant encore, j'ai observé plusieurs fioles identiques à celles laissées dans le coffre de Mademoiselle Blackwood, suggérant que la synthèse de la clé de la mémoire était en voie d'achèvement. Holmes étudia la scène avec l'analyse tactique d'un commandant militaire avant de s'adresser à notre petit groupe. Le laboratoire abrite 3 individus, dont au moins un scientifique d'une grande expertise. Nous devons supposer qu'ils sont armés et prêts à défendre leurs travaux contre toute ingérence. Notre objectif est de détruire complètement leurs matériaux de recherche tout en minimisant le risque de contamination chimique qui pourrait s'avérer fatal pour toutes les personnes concernées. Timothy se pencha pour regarder à travers l'ouverture du rideau, le visage pâle, reconnaissant des instruments et des techniques qui devaient lui rappeler le laboratoire de son oncle. « Monsieur Holmes, ces appareils de distillation utilisent la même configuration que celle employée par l'oncle Cornelius pour ses expériences les plus dangereuses. S'ils parviennent à achever la synthèse, ils posséderont suffisamment de clés de la mémoire pour extraire les secrets de centaines de sujets. Alors nous devons veiller à ce qu'ils n'y parviennent pas, répondit Holmes d'un ton sombre. Messieurs, préparez vos armes. Nous sommes sur le point d'entrer dans une bataille qui déterminera si le caractère sacré de la mémoire humaine demeure inviolable, ou si elle devient une simple marchandise parmi d'autres, offerte aux plus offrants. Alors que nous nous préparions à percer les défenses du laboratoire, je me suis mis à réfléchir aux circonstances extraordinaires qui nous avaient reconduits à ce moment. Ce qui avait commencé comme un simple cas de vol commercial s'était transformé en une confrontation avec des forces menaçant les fondements mêmes de la vie privée et de l'autonomie mentale des individus. Le brouillard continuait de tourbillonner autour du bâtiment 17, dissimulant notre présence aux sentinelles en contrebas, tout en étouffant le bruit de nos préparatifs. Dans quelques minutes, nous découvririons si notre manœuvre désespérée pouvait empêcher l'achèvement de recherches susceptibles de transformer la nature même de la société humaine. Holmes vérifia une dernière fois son revolver avant de se diriger vers la fenêtre. « Watson, quoi qu'il arrive dans l'heure qui vient, souviens-toi que nous ne luttons pas seulement contre les criminels, mais contre l'instrumentalisation de la conscience humaine elle-même. L'enjeu est on ne peut plus important. » Sur ces mots qui donnèrent à réfléchir, il commença à manipuler le loquet de la fenêtre,
se préparant à nous entraîner dans ce qui pourrait bien s'avérer l'affrontement le plus dangereux de toute notre association. Le jeu avait atteint son paroxysme, et l'issue déterminerait bien plus que la résolution d'une simple affaire criminelle.